Et chers investisseurs, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour ou plutôt pour vous jouer une belle année 2024. Comment ça va mon Clem? Ça va très bien. Premier podcast de l'année, donc très content de reprendre, ça va être très cool. Premier podcast en tant que, jeune entrepreneur, du web, à 100. Donc, ça y est, j'ai écouté, tonton Roman. Je suis focus cette année en 2024. J'arrête la kiné, donc, c'est parti. Donc, pas mal de changements, ouais, ça va être très cool. Donc tu vas faire des vidéos sur Insta pour expliquer aux gens comment devenir riche, facilement, grâce, Ouais, à des là, petites bêtes. je vais chercher la Lambo de location, la fausse Rolex qui coûte pas cher. Je vais me faire un petit panoplie comme ça et je pense qu'on va faire un bon petit truc. Par contre, faut que tu changes de ville parce que Pau, vraiment, Ah beh, c'est Pau, il faut aller à Dubaï, hein, parce que Pau ça fait vraiment pas, bah, c'est disons pas qu'à ce Pau, je mec pense qui que roule sur l'or à le Pau, jour quoi. où j'ai une Lambo, à Pau, je pense que je suis un peu seul, hein. Quoique, il y a quand même de la thune, hein. J'ai vu une Ferrari, bon toi je sais pas si tu connais un peu, mais genre une 812 Superfast, je crois, un truc, bon ça vaut 400 000 balles, une belle bagnole quoi et à Pau. Bah, Donc comme bon, quoi. comme quoi, Non, non, comme non, en quoi. vrai, je m'y connais pas grand chose en voiture. Par contre, une fois, on avait fait, tu sais, avec Cédric, il y a un petit moment déjà, il y a 3-4 ans, on avait fait un espèce de tour de France avec des supercars. Donc là, c'était carrément, il y avait 8 bagnoles avec des Ferrari, tu aurais kiffé, je pense. Moi, j'étais en siège conducteur, donc en plus, j'ai pas du tout kiffé parce que, tu sais, le conducteur, tu te En fais juste passager? projeter à l'arrière. Ouais, passager, excuse-moi, Ouais. oui, conducteur. Passager, donc je faisais que me faire projeter. Donc je profitais même pas des voitures. Par contre, c'était intéressant de regarder la réaction des gens, tu sais, avec les voitures. Et putain, tu vois tout, quoi. Tu vois des gamins qui sont trop contents, qui viennent te voir et ça, c'est un bon moment. Et puis tu as carrément des mecs qui te font des doigts d'honneur et tout, qui t'insultent et tout. Genre, c'est fou. Ouais, Ça ouais. ça Bah, oui, ce genre de après, voiture, ça crée forcément, des réactions fortes parce que c'est des voitures, on sait, qui valent, voilà, qui valent plus que ce que beaucoup de gens ont en patrimoine total, quoi. On est sur des 200-300 000, alors que c'est que de la loc en plus, là, en l'occurrence. Donc en soi, n'importe qui, enfin n'importe qui, tu pourrais louer, tu vois, te faire plaisir un moment, mais en fait, bah, pas grand monde le font. Et quand on a 8 qui débarquent dans une ville, bah, direct les gens, ils remarquent, quoi, tu vois? Ils se disent: «Qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Donc surtout c'est qu'il y a pas mal il y a pas mal d'événements comme ça organisés donc ça doit être chouette à faire quand même, hein. Ça doit être, une expérience assez sympa. Bon du coup, on est là pour ce premier podcast. Je pense qu'on va faire un podcast où on va parler de notre année 2023. Donc ce qu'on ouais. a réussi, ce qu'on a bien foiré aussi parce qu'il y a forcément des choses qui sont, mal passées ou en tout cas des leçons qu'on a retenues. Donc on va essayer de faire un podcast là-dessus. Je pense que c'est bien qu'on parle des erreurs, tu vois? Parce que justement, c'est trop facile, vous avez dû voir le titre du podcast, c'est trop facile de parler des succès, je pense, surtout que cette année, ça a été une très belle année en bourse. Donc ça serait facile de se concentrer là-dessus, de se dire: «Regardez comme on est fort, comme on est beau, on a fait une belle perf, on a surperformé le S&P 500». Et puis, le patrimoine, moi, je m'étais fixé 750 000 typiquement de patrimoine et je l'ai atteint. Donc en vrai, tout roule, tu vois? C'est presque, mais je pense que c'est une force aussi dans la vie de toujours, rester vigilant parce que tu sais que, on a tendance en tant qu'être humain à trop se concentrer sur, voilà, si ça a bien marché, on va être tendance à être sur optimiste, dernièrement, si ça a bien marché. Et au contraire, quand ça a mal marché, voilà, on a tendance à penser que toujours les choses vont continuer comme elles se sont déroulées sur les 6 précédents mois, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, c'est particulièrement important de s'en souvenir en bourse. Quand tout le monde est heureux, que le marché fait que monter, il faut déjà dans sa tête prévoir la baisse future. Et je pense que c'est pareil dans sa vie, quand tout va bien, il faut toujours se dire: attention, là j'en profite, c'est cool, mais il y aura aussi des moments qui seront forcément plus difficiles. Et donc essayer de se concentrer. Et puis même, je pense que c'est plus intéressant pour les gens qui nous écoutent de se dire: tiens, quelles ont été leurs erreurs, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas reproduire en 2024, plutôt que de juste parler de nos succès, non? Je sais pas ce que tu en penses. ouais, je suis entièrement d'accord et je rebondis sur un point où tu as dit que cette année, en 2023, la bourse, elle est grave montée. Genre, ça a été une année assez exceptionnelle donc et ça me fait penser à quelque chose, d'il y a quelques années quand moi j'ai démarré parce que, c'était en 2021, ça a été une excellente année aussi et en 2021, tu arrivais à la fin de l'année et tu avais fait une super performance et en fait, tu avais l'impression d'être un super bon investisseur jusqu'au jour où, j'ai rentré toutes mes données dans Portfolio Performance, là, l'outil que j'utilise pour traquer et je me suis rendu compte que malgré ma super performance, j'avais fait moins bien que le marché. Donc ça aussi, c'est toujours à remettre dans le contexte, tu vois? Parce que, tu parlais de la performance en bourse, mais tu peux faire une très bonne performance et avoir fait une mauvaise année, tu vois? Genre, en soi, si tu fais 20 mais que les marchés ont fait 30, bah, tu as l'impression d'avoir fait une bonne année, mais si tu traques pas ça correctement et que tu te compares pas, bah, tu peux pas savoir qu'au final, tu aurais peut-être mieux fait de juste prendre un ETF. Donc, ça, c'était pour le petit aparté et très d'accord après pour parler des erreurs, ça sera plus parlant pour les gens.
C'est une très bonne analogie, tu vois? J'ai lu ça il y a pas longtemps, je sais plus qui c'est qui disait ça, qui disait que c'est comme si tu disais, «J'ai couru le 100 mètres en 30 secondes», mais tu as oublié de préciser que, tu étais sur un, tu sais, comme dans les aéroports là, heu, pas l'escalator, mais tu vois le truc qui t'accélère. Ouais, C'est-à-dire le que le marché, en fait, c'est un accélérateur. Donc si tu fais 20 mais lui, il a fait 30, c'est facile de faire 20 quand le marché a fait 30. Donc en effet, toujours essayer de se recomparer à l'indice. Et malheureusement, je pense que bon, après, c'est un truc qui vient plus tard, tu vois? Je sais pas ce que ça serait intéressant que les gens dans les commentaires nous disent un petit peu, est-ce qu'ils commencent un peu à se comparer à l'indice? Parce que moi, je me souviens les premières années, je comprenais, enfin, tu vois, je regardais S&P 500, OK, il a fait plus 20. Moi, tu vois, ça vient plus tard que tu as besoin de vrais outils pour mesurer ça. Donc toi, tu le fais mmh, avec Portfolio Performance. Moi, j'ai un Google Sheet qui est assez poussé. Et c'est aussi pour ça que sur l'app Trident, je souhaite développer tout ça, tu vois, et le mettre. Là, on est en train de lancer une page qui va s'appeler Valeurs. Et l'idée de cette page, avant même de parler de la performance, c'est déjà de pouvoir se dire, voilà combien j'ai posé en bourse et voilà combien mon compte vaut aujourd'hui. Parce que des fois, les courtiers, c'est tellement compliqué que tu n'as même pas cette ouais, information-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le courtier ouais, ne 100. t'affiche pas le montant que tu as déposé et la valeur de ton compte aujourd'hui. Alors, je te dis, c'est quand même la base, tu vois, de se dire, est-ce que j'ai gagné de l'argent ou pas avec la bourse? Grave. Et Et je pense que tu rajoutes à ça une problématique, c'est que, bon, toi, pour le coup, tu as que Interactive Brokers, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont soit plusieurs courtiers, soit même juste un PEA et un compte titre. Et quand tu commences à avoir 2 courtiers avec des devises différentes et tout le ba et en fait, ça devient, un joyeux bordel et si tu suis pas ça, correctement, ça devient très compliqué. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça vient dans un deuxième temps et puis c'est pas forcément la priorité. Déjà, la priorité, c'est pour moi, la première priorité quand tu commences à investir en bourse, c'est éviter les grosses conneries, déjà. À partir du moment où tu évites de faire les bases des boulettes que beaucoup de monde, font, c'est déjà très bien. Ensuite, tu optimises, tu essaies de t'améliorer. Ensuite, tu essaies, peut-être, d'aller sur du stock picking où tu fais tes propres analyses si tu le sens et si tu es vraiment monté en compétence. Et après, tu essaies de battre le marché et pour ça, il faut un point de comparaison. Donc, je pense que ça vient là, le moment où tu te compares. Mais, 100 ça vient pas dès le départ. c'est quoi selon toi les grosses boulettes? Parce que tu vois, dans le truc que tu as indiqué, tu vois, même je conseillerais peut-être aux gens qui démarrent de commencer avec les ETF et ensuite peut-être se faire une stratégie. Parce que moi, comme ça, là, quand tu me dirais ça comme ça, je verrais le truc de me dire, la première boulette, c'est de pas investir en fait et juste de Bah, mettre en place un virement automatique. Tu vois, ma chérie, je l'ai tannée là-dessus, maintenant elle est trop contente. Il y a un virement de 200 ou même je crois qu'on est passé à 300 là, 300 balles tous les mois qui part sur un trade République. Et je sais, quoi qu'il arrive, cet argent-là, elle va être investie. Donc moi, je l'investis sur la méthode Trident parce qu'évidemment, c'est ma spécialité. Mais même dans un ETF, tu vois, je pense que ça permet de mettre le pied à l'étrier. Et de ouf. ensuite, je pense qu'une fois qu'on a de l'argent en jeu, on va vouloir creuser un peu plus. Selon toi, c'est quoi les grosses boulettes peut-être de débutants que tu pourrais faire au début? Bah, après, pour les débutants qui commencent à s'intéresser à la bourse, je pense qu'ils ont compris qu'il faut investir, donc on va mettre un peu de côté, cette boulette-là, mais je suis entièrement d'accord avec toi. La plus grosse des bêtises, c'est aujourd'hui de ne pas investir parce que, c'est bien beau d'avoir des rendements à 5 sur le LEP, à 3 sur le livret A, avoir du fonds euro, qui te rémunère à peine. OK, tu as l'impression de toucher des intérêts à la fin de l'année, mais réellement sur ton pouvoir d'achat, donc face à l'inflation, parce qu'il faut toujours le comparer à l'inflation, tu perds. Donc aujourd'hui, tu es obligé d'investir, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs. Et je pense qu'on est une génération où on est assez intéressé par l'aspect liberté. Donc, on a un peu cette vision de pouvoir prendre peut-être une retraite anticipée ou pouvoir travailler un petit peu moins quand on va avancer en âge. Donc, je pense que le premier objectif, ça pourrait être ça pour les personnes qui investissent. Et après, si je ressens sur les grosses boulettes, déjà, c'est éviter d'aller sur. Je pense quand on démarre, c'est éviter d'aller sur des entreprises individuelles que tu n'as pas analysées, que tu comprends pas, juste parce que tu les avais passées sur BFM Business et que ça a l'air de bien marcher. Ou des Et cryptos, ou des projets mmh, sur internet, parce qu'en fait, souvent tu peux démarrer un peu comme ça par une porte un peu de spéculation. Je pense qu'en effet, il y a les 2 extrêmes, tu vois? On voit des gens, qui ont entendu un truc comme tu dis sur BFM et qui vont, mettre beaucoup d'argent dessus. Ou au contraire, on voit aussi des gens qui, tu vois, tu disais, l'erreur, c'est de ne pas investir, mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gardent beaucoup de cash quand même, hein. Tu ouais, vois, j'ai un pote typiquement, il a hérité beaucoup d'argent, et en fait, il me dit: «Ouais, ouais, mais je lui dis: «Gros, ouais, tu vois, je l'ai un peu challengé là-dessus parce que je lui dis, on était au réveillon ensemble et je lui dis, mec, tu passes, on va dire, 40 heures à choisir ta nouvelle télé, ce qu'il m'a montré, il regardait tous les comparatifs et tout. Et je lui ai dit, tu as passé combien de temps à choisir tes prochains investissements, tu vois, à placer ton argent? Et là, il me dit, j'ai passé 1 heure, j'ai regardé un peu vite fait sur Internet. Et je lui dis, mais en fait, comprends bien que chaque heure que tu vas passer, je sais que c'est plus chiant, je sais que c'est plus excitant, probablement, quand tu es intéressé par la télé, de regarder la prochaine télé que tu vas acheter, tu vois, tu t'en tires un bénéfice direct, on va dire.
Mais chaque heure que tu mets sur une recherche, et des fois ça peut être tout bête, hein, ça peut juste être sur Google, taper comparatif PEA, tu vois, et prendre un PEA qui est pas bourré de frais, pas celui de ta banque, tu vois. Mais Grave. chaque petite heure que tu passes là-dessus, c'est extrêmement rentable parce que derrière, tu mets en place quelque chose de super efficace. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de le répéter pour les gens qui écoutent ce podcast parce qu'ils sont intéressés, mais il faut bien se rendre compte que chaque heure que tu passes dans ce domaine-là, tu vois, la rentabilité de ces heures-là, elle est bien meilleure. Et du coup, mon pote, ce qui se passe, c'est que il n'a pas passé beaucoup de temps. Du coup, il n'est pas complètement convaincu. Tu vois, il se dit ouais, c'est pas mal. Du coup, il se dit ah, je vais en mettre un peu. Mais comme tu dirais, il a hérité de 200 000 balles et il a placé 2000 euros. Tu vois. Et je lui dis le truc, c'est Ouais. que, enfin, je comprends l'envie de s'y mettre petit à petit, mais il faut aussi que ça soit quand même, comment dire, réaliste par rapport à le montant total Au de ton montant que tu patrimoine. as, ouais. Et c'est pour ça que moi, tu sais, je conseille de diviser par 20. Je pense que si tu poses un vingtième chaque mois en bourse, tu as le temps de voir venir les choses. Tu n'es pas en mode j'ai mis tout mon truc dans un truc que je comprends pas, tu vois. Mais au moins, tu mets vraiment un vingtième et tu t'y mets sérieusement. Parce que si tu investis 100 euros par mois alors que tu as 100 000 à placer, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, tu vois, qui ont beaucoup d'argent sur les assurances vie. De toute façon, en France, c'est connu. On est des bons épargnants, mais on est très mauvais investisseurs. Et je pense Ouais. qu'on est des mauvais investisseurs parce qu'on se dit on est trop sécuritaire et on veut surtout pas, tu vois, mettre On notre argent en risque. Mais c'est toujours pareil, tu vois? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on compare, on confond, pas on compare, on confond le risque et la volatilité, tu vois? On en avait déjà parlé une fois dans le podcast, mais le problème, c'est que les gens, ils ont l'impression que la bourse, c'est risqué parce que ça fait comme ça bouge tous les jours, c'est coté tout le temps. Ça peut se péter la gueule à un moment donné, mais à partir du moment où tu as compris les fondamentaux, donc investir sur le long terme, investir sur des actifs de qualité et si tu as pas envie de te prendre la tête, investis sur des ETF parce que c'est tout à fait viable, hein, pour les personnes qui veulent investir sur des ETF. Et tu fais ça sur le long terme. Et après, entièrement d'accord avec toi, diviser par 20 ou par 15, enfin peu importe, tu vois, faut prendre, je pense qu'il faut prendre un cap et s'y tenir, mais investir de manière assez conséquente par rapport à ce qu'on a. Et je suis quand même assez d'accord enfin, avec le fait d'investir petit à petit, parce que je pense que c'est aussi une grosse erreur de se dire, vas-y, j'ai 200 000, let's go, je place 100K, tu vois. Et en fait, c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se font peur. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs, hein. Quand tu vas voir une banque ou que tu vas voir un assureur ou peu importe, qui te propose un placement d'assurance vie, Il la va tout plupart du prendre, temps, il hein, va il pas va te te dire, proposer, ouais, il va envoie, pas te envoie. proposer de faire du DCA tranquille, DCA. et en commençant par 1 000 euros. Non, tu vas faire un gros apport de départ et ensuite tu vas sûrement étaler. Donc, je fais une généralité, hein, peut-être que c'est pas ça pour tout le monde, bien sûr, mais forcément, quand tu poses une grosse somme, si ça se passe pas très bien, tu perds pas mal en plus-value latente, enfin en tout cas au niveau de ton investissement initial, tu prends peur. Et c'est à partir de là qu'en fait les gens, ils ne retoucheront peut-être jamais à la bourse parce qu'ils n'ont pas eu le temps enfin, de comprendre le système et de en fait se créer aussi du coup un état d'esprit d'investisseur, tu vois? Ouais, de déposer. Puis, en fait, une fois que l'argent, moi je dis, envoyer un virement automatique vers le courtier, parce qu'une fois que l'argent est sur votre courtier, je pense que tu as pas envie de le laisser dans le compte espèce. En plus, tu as des courtiers maintenant qui rémunèrent le compte espèce, donc déjà, ça peut être aussi intéressant qu'un livret finalement. Et elle est déjà sur la plateforme et tu peux commencer un petit peu à placer. Donc, Mmh. forcément, tu vas pas forcément en plus investir tout ce que tu déposes. Moi, je conseille toujours d'investir un peu moins que ce que tu déposes, toujours garder un peu de cash. Je l'ai fait une fois l'erreur, hein, tu vois, de manquer de cash quand il y avait la crise Covid. Et je devais attendre que mon virement arrive sur Interactive Broker. Et depuis, je me suis dit plus jamais. Maintenant, j'ai toujours du cash sur mes comptes aussi eBay. Je pense que c'est important. Et ouais, ouais, non, c'est vraiment une bonne routine à prendre. Voilà, c'est vraiment en effet les erreurs de base. Après, là, on parle des erreurs de base. On va peut-être parler de nos erreurs parce qu'on se concentre J'allais beaucoup venir, sur ouais. les erreurs de débutants. Passons, Bah, euh, du coup, passons sur nos erreurs à nous, mon Clem. Qu'est-ce que tu as noté, toi, comme erreur en 2023, des choses que tu n'as pas envie de reproduire en 2024, quoi? bah, alors moi la première erreur que j'ai fait, on va rester sur la bourse, vraiment, c'est le fait que j'ai été un peu attentiste. C'est le biais cognitif du statu quo où en gros, beh, j'avais des placements, des actions que j'avais, que j'ai réanalysées et je me suis rendu compte que pour certaines d'entre elles, je voulais les vendre et en fait, je les ai toujours pas vendues parce que j'ai eu tellement de trucs à gérer, avec la transition justement entre mon boulot de kiné et l'entrepreneuriat et tout ce que je fais sur les réseaux. Enfin, en fait, je pense que c'est un peu une excuse aussi. Il faut pas que ça prend pas non plus archi beaucoup de temps de vendre une action, hein. Mais clairement, je pense que j'étais un peu attentiste et en fait, je me suis rendu compte en faisant du coup le bilan de l'année qu'il y a une action où j'ai fait l'analyse, où j'ai décidé de vendre. Je l'ai pas fait parce que X, Y raison et en fait, on est 1 ou 2 mois plus tard et l'action, elle est 15-20 en dessous du prix auquel je voulais déjà la vendre.
Donc ça, je pense que c'est quelque chose à intégrer. C'est qu'il ne faut pas être suractif, c'est-à-dire acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, parce que ça, c'est contre-productif. Par contre, quand on fait des analyses et qu'on se base sur les fondamentaux et qu'à partir de là, on a décidé si on conserve ou si on vend, bah là, il faut être actif dans l'arbitrage pour éviter de se retrouver dans des situations où tu perds bêtement de l'argent. Parce que là, clairement, c'est con, tu vois. J'ai perdu, c'est pas une somme énorme, tu vois, mais j'ai quand même perdu de l'argent alors que j'avais juste à vendre et réallouer ce capital sur des actions de meilleure qualité. Et surtout, vu ce qui s'est passé en 2023, bah, je pense que cet arbitrage aurait été encore plus bénéfique pour mon portefeuille parce que les actions de qualité tech qu'on a dans le portefeuille se sont appréciées énormément. Donc, clairement, ça aurait été plutôt bénéfique Ouais. sur 2023, sur le S court terme. sur Après, 2023, parce que c'est toujours pareil, en fait, en 2022, c'était le contraire. Il y a eu une espèce de retour aux actions un peu plus, défensives, enfin, un peu plus low quality, des fois un peu plus défensives, qui sont revenues à la mode avec notamment, pas mal de pétrolières aussi qui sont montées. mmh, En 2000, du coup, ça c'était 2022. 2023, maintenant, c'est complètement l'inverse. Ces boîtes-là ont moins bien performé et au contraire, les actions de qualité ont surperformé. Donc ça varie un petit peu d'une année à l'autre et c'est intéressant, tu vois, que toi, tu dises le contraire: «J'ai pas vendu assez vite», parce que souvent le contraire, c'est: «J'ai vendu trop vite», tu vois? C'est-à-dire, j'ai vu cette entreprise, tu vois, je pense que c'est plutôt bien, et même d'ailleurs, ça serait bien sur le courtier s'il te disait, OK, pour que tu sais, tu passes ta vente, mais la vente, elle est effectuée que 30 jours plus tard, par exemple, tu vois. Je pense que c'est une bonne règle à avoir. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire, tu achètes une action et te dis, à chaque fois que j'achète une action, je suis obligé de la conserver au minimum 6 mois, par exemple, tu vois, au minimum 1 an, au mmh, minimum 2 ans, tu vois, et ça te force vraiment à réfléchir, du coup, à chaque action que tu fais. Parce que je pense qu'en bourse, en effet, l'erreur de base aussi, ça serait de prendre des décisions à chaud, se dire waouh, cette boîte, je viens d'apprendre un truc sur elle, je sais pas, Microsoft, en fait, l'IA, ça leur coûte super cher, en fait, ils sont pas rentables, je sais pas quoi, boum, je vends, tu vois. Alors que peut-être qu'avec un peu de recul, moins sous le coup de l'émotion, tu reverrais les choses et tu dirais, mais là, toi, c'était pas le cas, c'est ça? Parce que toi, tu avais fait vraiment une analyse de BMI et tu t'étais dit: «Non, OK, je ouais, veux je la me suis vendre», et c'est juste que tu as pas fait le dernier bah geste. exactement, c'est juste que dans mon portefeuille, j'ai 3 pharma, donc Johnson& Johnson, Merck et BMY. C'est 3 laboratoires pharmaceutiques qui font pas exactement la même chose, mais ils sont quand même dans le même, secteur et clairement BMY, c'est peut-être celle qui est donc BMY, c'est Bristol Myers Squibb pour, parce que là, on parle du ticker, donc ça peut peut-être pas Ouais. parler à tout le monde. Mais en gros, c'était, l'entreprise pharmaceutique qui avait les moins bons fondamentaux sur les 3 boîtes, la moins solide et cetera et du coup, je voulais m'en séparer parce que j'avais trop de lignes aussi, genre, j'ai toujours trop de lignes d'ailleurs. Je suis vraiment dans cette optique de réduire, sur la stratégie SPAC du coup que je mets en place là avec le socle passif, les ETF et les actions quality. Mais sur ce portefeuille-là, moi, ça me sert à rien d'avoir, 20-25 actions, tu vois? Moi, l'objectif, c'est vraiment d'avoir entre 10 et 15 maximum et donc j'ai trop de boîtes et donc forcément, beh, il va falloir que j'en vende et ce que je fais, c'est que je les filtre, déjà au niveau quantitatif, au niveau des ratios financiers, voir lesquels sont de moins bonne qualité pour, réfléchir à des ventes, potentielles. Mais en fait, ma décision était déjà prise et c'est juste que et je l'ai toujours pas vendue, hein. Je suis vraiment une merguez, hein, parce qu'elle est toujours dans Et mon c'est marrant portefeuille. parce que j'ai adopté une stratégie complètement différente de la tienne. C'est que je me suis dit, parce que toi, c'est vrai que je comprenais aussi la logique, et je la trouvais plutôt intelligente de dire: «Je vais vendre d'abord les entreprises les moins qualitatives de mon portefeuille». Mais le problème que j'avais justement avec ça, c'est qu'il y a certaines boîtes, je me dirais toujours: «Ah quand même, elle est pas mal», tu vois? Genre, j'ai toujours des boîtes, tu vois? Genre, je sais pas, un Amazon, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes qu'ils font, malgré que les fondamentaux mettent du temps à récupérer et cetera, qu'ils sont très bourrins sur le capex et qu'ils ont une profitabilité qui est compliquée. Amazon, c'est juste formidable avec AWS en termes de cloud, ils sont numéro un. Et c'est aussi formidable sur la publicité. Je pense qu'ils ont une des meilleures OK. publicités. C'est sous-côté Amazon, on n'en parle pas assez, mais je veux dire, je pense que c'est une publicité qui est meilleure que celle de Google et qui est meilleure aussi que celle de Meta, parce que c'est la publicité extrêmement ciblée. Donc typiquement, si j'ai ce genre de boîte, tu vois, où je sais que j'hésiterai trop. Et donc moi, la stratégie que j'ai Mais adoptée, j'en ai parlé dans la méthode Trident, c'était simplement de me dire, les plus vieilles, je les vends, je vais toutes les vendre et je repars en fait à zéro sur la construction d'un nouveau portefeuille. Et donc, peu importe finalement la qualité de la boîte, si ça fait X temps que je l'ai, elle dégage forcément. Et après, voilà, ça se trouve, je préfère en fait la vendre, récupérer le capital et décider ensuite que c'est de nouveau une entreprise de tu l'as qualité et racheté? la racheter. Parce que voilà, sur eBay, on va payer quoi, 40 centimes. Franchement, tu fais Ouais, des achats. 35 Moi, je fais centimes de des près. achats de 30 000 dollars, ça me coûte 40 centimes par ordre. Donc, c'est pas grave de la vendre et de la racheter quelques mois plus tard si l'analyse est bonne. Mais c'est vrai que sur la vente, j'ai voulu me simplifier un peu tu vois, le process pour éviter d'avoir du doute et éviter de repousser peut-être certaines ventes. Je sais pas. Mais après, genre, je vais rebondir sur un épisode qu'on a fait sur, Charlie Munger, où on a parlé du son principe là, inverser, toujours inverser. Ouais. Genre, prendre le négatif pour voir ce qu'il y a, et cetera et aujourd'hui, est-ce que par exemple Amazon, c'est une boîte on parle pas du dividende parce que je connais, la stratégie, mais est-ce qu'Amazon aujourd'hui, c'est une boîte sur laquelle tu te placerais?
justement avec son gros capex, avec, tous les points négatifs que tu as soulevés, clairement, je pense que je te connais un peu et ce serait pas forcément une boîte sur laquelle tirer, parce qu'il y a quand même pas mal de points faibles. Il y a sûrement mieux, tu vois? Genre, dans les recherches, il y a pas mal de choses qui sont bien et tu vois, si tu inverses ça, aujourd'hui, est-ce que j'achèterais BMY, aujourd'hui avec les fondamentaux qu'elle a aujourd'hui? Beh, non, tu vois? Ça correspond plus trop à mes critères de qualité. Donc c'est comme ça que je réfléchis. Je me dis: «Est-ce qu'aujourd'hui j'achèterais l'action?» Ben non, donc potentiellement, je peux réfléchir à une vente. Après, c'est toujours pareil, tu vois? Il faut voir long terme, donc c'est pas parce que les fondamentaux sont dégradés une année qu'il faut absolument vendre. C'est pas du tout le cas, tu vois? C'est juste que là, bah, j'ai 3 actions pharmaceutiques. Clairement, il y en a au moins une de trop et ça sert à rien d'être exposé à toutes les boîtes, tous les labos pharma, tu vois? Il y avait un youtubeur il y a pas longtemps qui reparlait des 3 raisons de vendre, je crois qu'il parlait de Phil Fisher qui avait donné ses 3 raisons de vendre et je trouvais que c'était pas mal du tout. Il disait la première c'est quand, tu t'es trompé sur ton analyse, c'est-à-dire qu'il y avait une information que tu étais pas au courant à propos de l'entreprise, donc là, c'est plutôt ce cas-là, tu vois? C'est-à-dire que c'est pas forcément que tu t'es trompé sur l'analyse, mais que en fait, à la base, quand on avait fait l'analyse de BMI, je sais parce que c'est une analyse, une entreprise que je recommandais dans le Trident 1.0, on acceptait d'avoir des entreprises de moins bonne qualité, Mmh. en se disant: «On va en acheter moins, mais c'est de moins bonne qualité, donc c'est OK». Aujourd'hui, on considère que c'est mieux finalement de se focus uniquement sur la bonne qualité. Donc, du coup, c'était un peu ça l'erreur. Donc, en effet, tu découvres une news que tu n'es pas au courant sur l'entreprise et qui remet en cause ta thèse long terme. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, est-ce que je vais arriver à me souvenir des trois? La troisième raison, je vais commencer par la troisième parce que je me souviens, c'était le fait qu'elle est extrêmement surévaluée ou que tu trouves une opportunité de la même qualité par laquelle tu pourrais remplacer, tu vois? Et ça aussi, c'est important de se poser la question. C'est-à-dire que trop souvent, les gens vont vendre parce que, je sais pas, Microsoft a pris plus 40%, donc je vends Microsoft pour le remplacer par une action, tu vois, qui est plus value en ce moment. Mais le problème en faisant ça, c'est que tu prends une action 20 sur 20, hyper bonne qualité comme Microsoft et tu remplaces par un business qui est bien moins performant. Donc c'est l'erreur, Mmh. tu sais, la classique erreur de couper les fleurs et d'arroser les mauvaises herbes, Ah oui. ce qu'il faut typiquement pas faire. Et donc la difficulté quand tu décides de vendre une action qui te paraît surévaluée, c'est est-ce que tu as vraiment un remplacement pour cette action-là, du même niveau que l'action que tu viens de vendre. Et ça aussi, Mais je trouve même, ça compliqué. est-ce que tu es d'accord avec ce principe-là? Parce que moi, tu vois, avec, bon, j'ai clairement pas l'expérience de Phil Fisher, on va être, 100 honnête, mais aujourd'hui, une action qui, performe bien, je sais même si elle est surévaluée, tu vois? Je sais pas si je la vends. Je pense pas forcément, tu vois? Parce qu'au final, on se rend quand même compte que, les boîtes qui, deviennent surévaluées et si tu as eu la chance de les avoir à un bon prix, c'est souvent des A players, tu vois? C'est the boîte. Genre, par exemple, Microsoft qui prend 40, bah, elle prend 40 parce que un, le secteur technologique a été, très en vogue cette année, mais 2, elle a pris plus que d'autres boîtes parce qu'elle est encore meilleure, tu vois? Et je sais pas, genre, je me dis si tu décides de vendre, une boîte qui est vraiment excellente parce qu'elle est surévaluée, c'est de priver des potentiels futurs plus-values. C'est Xavier Delmas qui en parlait sur Apple où, j'écoutais un podcast et il disait que Apple, il a vendu, acheté, vendu, acheté, acheté, vendu et au final, un jour, il s'est dit: «Beh, j'achète plus» et en fait, il la regarde monter depuis, des années et des années. Alors qu'il Ouais. avait déjà il y a de Je vends nombreuses plus années, tu parce vois? que, la boîte elle est Parce géniale. Mais qu'elle je était suis d'accord avec toi. surévaluée et cetera, tu vois? C'est, de manière générale, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que les fondamentaux rattrapent souvent une surévaluation. La surévaluation, c'est souvent de courte durée, nous, le type d'investissement qu'on fait, justement, là où on s'oppose au value investing, le value investing, c'est se dire: «OK, cette boîte, elle vaut un PER de 15, nous, on l'achète un PER de 10 et on espère que le marché va pouvoir la remettre un PER de 15». Nous, on se dit: «Cette boîte, elle vaut un PER de 18, on l'achète peut-être un PER de 20, mais en fait, l'année prochaine, tu vois, le PER de 18, il sera de nouveau atteint». Donc en fait, on grandit un petit peu avec elle, quitte à être rentré dessus, peut-être, un peu plus cher. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que il faut plutôt, je suis plutôt de la team qui est en mode on garde sur le plus long terme. Après, je pense qu'il ne faut pas avoir des règles ultra strictes en se disant jamais je vends une entreprise parce qu'à nouveau, la qualité de la boîte, elle peut baisser, les fondamentaux peuvent se détériorer et c'est là qu'on peut remettre en question un peu certaines choses. Et c'est aussi pour ça que Phil Fisher, tu vas y préciser bien, si tu as, donc c'est pas juste la surévaluation, mais c'est Une aussi alternative. avoir une alternative de meilleure qualité qui propose finalement la même qualité, mais à un prix bien moindre. Et ça, c'est difficilement trouvable parce que on peut pas comparer une entreprise comme Microsoft et une entreprise comme BMI, tu vois. BMI, c'est beaucoup moins cher. J'en parlais, tu vois, dans une vidéo, j'avais dit, j'avais comparé Microsoft avec, il me semble, avec, je sais pas si c'était pas Malibu Boat ou un truc comme ça, mais en disant, voilà, le PER est 2 fois moins élevé sur Malibu Boat, mais c'est parce que Malibu Boat a un business qui est 2 fois moins intéressant que celui de Microsoft. Donc, Ouais. c'est normal de payer un peu plus cher pour avoir des profits qui sont aussi plus stables et plus constants dans le temps, quoi. Mais tu sais, en vrai, c'est compliqué à faire parce que
Je pense que ça serait hyper intéressant de faire uniquement des analyses quantitatives et au niveau des ratios financiers et des analyses qualitatives pour sélectionner les meilleurs business avec les meilleurs fondamentaux financiers, presque sans regarder le prix, tu vois? Genre, ça serait moi, je trouve que ça serait excellent d'avoir, heu, bah, c'est un peu le private equity, hein, clairement, mais avoir, des boîtes sur lesquelles tu investis uniquement sur leurs fondamentaux et non pas sur un prix. Parce que au final, la surévaluation, OK, et comme tu l'as dit, ça peut être à court terme, tu vois? Donc parfois, tu vas te priver d'acheter une boîte qui, au final, l'année d'après, sera très intéressante parce qu'elle a fait une croissance qui a fait diminuer son PER et en fait, tu vois, je trouve que le facteur prix peut fausser et peut dévier un petit peu les réflexions et les achats qu'on a, tu vois? Complètement. Après, Charlie Munger, il disait aussi que toute boîte a un prix, logique, tu vois? Warren Buffett, même s'il a acheté plein de boîtes à qualité, il les a souvent achetées quand même à un prix assez intéressant, que ça soit Coca-Cola ou Apple, tu vois? Donc, c'est toujours, je pense qu'il y a pas un prix non plus infini et finalement, même dans le private equity, tu disais le private equity, finalement, tu achètes quand même une certaine valorisation et des Oui, fois, on le mais pas un voit, les prix. valorisations sont complètement, dingos, tu vois? Et on sait que, voilà, je pense qu'il faut quand même se souvenir, de la bulle des années 2000. Oui, mais Si tu te dis: «OK, cette boîte, c'est sûr, elle va réussir», moi, je te prends l'exemple de Costco, c'est un exemple, excuse-moi, pas Costco, Cisco, qui était un exemple Cisco, réel ouais. dans les années 2000 où, tu vois que la boîte, elle a concrètement réussi, elle a vraiment grandi avec, à 10-15 par an, donc ce qui est super en termes de profit. Sauf que le prix était tellement délirant qu'elle a mis, 10-15 ans avant de retourner à un prix juste, tu vois? Donc c'est toujours quand même avoir quand même quelques notions et se dire: «Attention, là, on est quand même sur des prix un peu élevés». Et bah, d'ailleurs, tu vois, ça va rejoindre, moi, l'erreur, que je me suis notée en bourse, c'était la deuxième que j'avais notée, mais on peut commencer par celle-ci. Hem, Quoique non, non, c'était la première. C'est baisser mon exigence de valorisation, c'est-à-dire comment trouver des actions à acheter dans un marché, qui est, survalorisé, tu vois? Et tu l'as vu dans la méthode Trident, on s'est retrouvé assez rapidement, en fait, pris un peu de court où, finalement, le marché est tellement monté que toutes nos actions sont devenues surévaluées et à un moment, on était en mode: «Ben, qu'est-ce qu'on achète maintenant?» parce que, ben, tu vois, on a envie de continuer notre DCA, on a envie de continuer nos bonnes habitudes, ne pas garder trop de cash. Justement, on a parlé de cette erreur avant. Mais comment tu fais quand, bah, du coup, ton système de valo, ben, en fait, il y a plus qu'une action. Donc j'ai retravaillé un peu dessus. Je me suis dit: «Est-ce qu'on peut être un peu moins exigeant?» Mais en même temps, il faut faire gaffe parce que si dès que ça monte, tu deviens moins exigeant, tu fais un peu comme les mecs qui font des price targets, tu sais, sur eBay. Tu sais, les analystes qui font des price targets, en fait, ils sont tout le temps haussiers. En fait, les mecs, tu vois. Donc moi, j'essaie d'utiliser plutôt justement des logiciels ou des calculs qui essaient de réfléchir à la valeur fondamentale de l'entreprise sans prendre en compte justement, tu vois, sans se dire toujours être au-dessus du prix juste. Et là-dessus, globalement, ce que je constate, c'est que cette année, ça va être beaucoup plus dur de faire de la performance parce que toutes les entreprises sont quand même de qualité, sont plutôt bien valorisées. Donc c'est un peu plus dur, vraiment plus dur d'aller en trouver parmi celles-ci, lesquelles sont. Alors c'est une chance qu'on a par rapport à un ETF, c'est que vu qu'on n'achète pas toutes les actions, on peut quand même aller trouver certaines poches de valeur, certaines entreprises qui sont moins montées par rapport à leurs fondamentaux. Mais ça va être, à mon avis, un peu plus challengeant. Je ne sais pas ce que tu en penses pour cette année 2024, de faire des aussi bonnes affaires qu'on a pu faire finalement début 2023, quoi. après, bah, en fait, il y a plusieurs questions dans ta question, mais je pense que c'est, un, très dur de sélectionner des boîtes de qualité à un prix, sous-évalué déjà. Parce que, enfin, OK, genre là, nous, on fait des recherches et on trouve les actions de qualité et on fait un travail que beaucoup, beaucoup de personnes ne font pas. Mais les personnes qui sont, dans la finance et qui investissent, ils sont pas cons non plus. La plupart des boîtes de qualité, ils savent aussi que ce sont des boîtes de qualité. Donc forcément, elles attirent de base peut-être plus de capitaux que, des boîtes de merde. Genre, forcément, tu vois? Donc déjà, acheter des très bonnes boîtes de qualité à un prix sous-évalué, je pense que c'est faut pas faire une croix dessus parce que ça peut exister, mais c'est très rare. Donc on est plus sur, une réflexion de: «Il faut que je trouve des boîtes de qualité à un bon prix Un prix et correct. Ouais. ou alors à un prix un tout petit peu supérieur, mais qui reste correct». Essayer de trouver un espèce de delta là, où, tu peux te permettre d'acheter une boîte un petit peu trop chère, mais elle est tellement qualitative que ça va finir par monter. Après, là, du C'est coup, là que c'est ça devient tellement monté compliqué. que Tu vois, bah, en c'est fait, là que c'est ça ça, devient c'est quel compliqué delta que parce tu qu'il utilises. y a l'estimation, tu vois? Nvidia, par exemple, aujourd'hui, a un free cash flow yield extrêmement faible, mais il y en a qui te disent qu'elle est sous-évaluée. Parce que si tu prends en compte la future croissance qu'elle va avoir, et ben, finalement, ce free cash flow faible va rapidement se transformer, tu vois, en free cash flow, complètement Ouais, abordable, quoi. Donc en fait, tout le calcul après, et là où ça diffère beaucoup en fonction des gens, c'est ce calcul de combien elle sera valorisée plus tard, et quelle croissance elle va faire par rapport, tu vois, à ses futurs bénéfices. Et ça, c'est bah, c'est ça qui est particulièrement dur. Tu parlais bah, d'Amazon. ouais, Moi, ce que j'ai du mal avec les boîtes comme Amazon qui, bah, tu vois, ont des revenus un peu plus cycliques ou ont des phases un petit peu là, on a l'impression qu'ils sont en train d'enclencher la phase de profitabilité.
c'est que, bah, on a moins d'historique et c'est plus difficile du coup de faire des prévisions. On l'a vu, là, on a eu 2 années où il y a eu de la perte. Donc en fait, c'est quand même 2 années où tu passes à attendre que les profits remontent. Ouais, Mais en même temps, et c'est là, tu vois, le débat qu'on peut peut-être avoir, c'est le côté, des fois, je sais pas si toi ça t'arrive, je vais trouver des boîtes qui sont parfaites d'un point de vue fondamental, mais en fait, quand j'analyse le business, je vois des grosses lacunes. Enfin, je vois plusieurs erreurs qui pourraient être importantes. Je pense par exemple à Paychex ou je pense à Tiro, tu vois, qui pourraient avoir des très belles mmh, marges, etc. Mais en fait, dans le domaine, quand j'analyse la boîte, je me dis en fait, c'est pas si formidable que ça. Et au contraire, des boîtes qui peuvent paraître formidables d'un point de vue business, tu vois, Amazon qui a des gros avantages compétitifs, et derrière, ça se traduit pas forcément par des super chiffres. Donc, je trouve que la difficulté aussi, des fois, c'est d'arriver à la fois à trouver quelque chose qui quantitativement est bon et qualitativement est bon. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure d'ignorer la partie prix. Je pense que des fois, il faut aussi faire que des analyses quantitatives, donc avec des screeners, etc. Et peut-être que des analyses qualitatives, parce que certaines boîtes qualitatives vont pas forcément se retrouver dans ton screener et vice versa, tu vois, des fois. Donc ouais. c'est, je sais pas si tu Mais as eu là, tu cette vois, là toi, de ce genre de boîte où tu as un critère qui est bon, mais pas l'autre en termes de quanti-quali. bah, de toute façon, c'est rarement, enfin, je pense que la perfection au niveau des boîtes, déjà, ça existe pas ou alors peut-être sur, 4-5 boîtes dans le monde à tout péter, je pense, ou qui sont vraiment, très, très bonnes et encore, il y a toujours des risques. Après, je pense que c'est très délicat, mais, à quel point en fait tu voilà, la question que je me pose, c'est à quel point, je vais prioriser soit l'analyse quantitative, soit l'analyse qualitative, tu vois? Genre, est-ce que j'ai plus de chances de me planter si je fais uniquement des analyses qualitatives pour ensuite aller sur le quantitatif et voir si elles sont vraiment bien? Ou est-ce que j'ai plus de chances de me planter si je fais uniquement des analyses quantitatives, que ça me permet de filtrer et qu'ensuite je fais du qualitatif? Je pense que faire quantitatif puis qualitatif, ça te permet déjà d'éviter un maximum de dub et peut-être que tu vas passer à côté de boîtes qui, auront des très bonnes performances par la suite et qui sont de très bonnes boîtes, au niveau, business. Oh, un chat! Excuse-moi, Miaou! le Norbert, non seulement je me mouche et je suis malade et en plus le chat Et dehors s'est réveillé, donc Norbert du coup vient, il vient nous dire bonjour. Excuse-moi, et je t'ai coupé du coup, mon Clem. bon, t'inquiète et du coup, ouais, je pense que tu as moins de chances de te planter en faisant d'abord une analyse quantitative pour te baser sur des ratios financiers, parce que les chiffres mentent pas, tu vois? Genre, les chiffres, Ouais. c'est enfin, les Beh, chiffres peuvent mentir, mais une quantité de données, sur plusieurs facteurs qu'on peut utiliser, que la croissance, la profitabilité, la rentabilité, les dettes, la performance à long terme, les différents scores des sites. Si tu cumules tout ça, c'est difficile de mentir, tu vois? Genre, tu peux je vite savoir si c'est bien ou pas. je suis d'accord avec toi, mais simplement, tu vois, je vais avoir quelques boîtes et c'est l'argument que je me dis toujours quand je vois ces boîtes-là. Je pense à Amazon, je pense à un Netflix, où en tant que consommateur, je me dis: «Putain, ces boîtes-là, il y a pas grand-chose qui va les arrêter», tu vois? Et du coup, j'ai un peu cette envie de me dire, de me positionner avant qu'elles soient profitables pour bénéficier ensuite de toutes les années de profitabilité et potentiellement de l'instauration d'un futur dividende, et cetera, tu vois? Mais le danger avec ça, c'est que souvent, j'ai plutôt tendance à me freiner là-dessus et me dire: «Attends que les chiffres confirment ton histoire». C'est-à-dire que toi, tu te dis: «C'est des boîtes qui sont inarrêtables». Attends qu'elles aient cet historique, tu vois, de 4-5 années avec une belle croissance, des profits et un focus là-dessus avant d'investir dedans. Parce que si tu investis trop tôt, typiquement, tu investis trop tôt dans l'histoire Amazon, bah, tu perds 2, 3, 4 ans avant que le CEO se dise: bon, bah, les gars, c'est bon, là, ça y est, maintenant, on va vraiment se focus sur la profitabilité et on va un peu enclencher tu vois. Donc, Ouais, mais c'est surtout que tu changes de stratégie, en fait. Parce que là, du coup, avec, Trident et moi également, on est plus sur la stratégie quality, donc c'est des boîtes qui ont fait leurs preuves et qui ont, justement des fondamentaux et une qualité au niveau, de la boîte intrinsèque qui est meilleure que les autres. Donc si tu vas te placer sur des boîtes qui sont justement, avant cette qualité-là, bah, tu passes dans une stratégie peut-être, grosse, tu vois? Genre en mode où tu vas chercher, des boîtes qui vont faire plus de mmh, croissance. Mais Amazon, typiquement, elle a fait des quelques années de profitabilité où on se disait: «Vas-y, let's go, c'est parti». Genre ça y est, genre, le business il est en place, la courbe elle commence à monter et boum, genre ils ont pété un plomb, ils ont investi partout et il y a eu, 2 ans de perte, tu vois? Mais ça, comment tu veux l'anticiper? Parce que ça fait 3-4 ans que c'est difficile, tu vois? Donc c'est tu difficile pouvais et c'est pour ça que j'aime l'anticiper, bien le parce qu'il y dividende, avait tu des vois? signes. On pourra se Hein? faire un sujet sur le dividende, mais le dividende pour moi, c'est le signe, un peu, surtout aux États-Unis où la culture dividende est vraiment présente. C'est un peu le signe où s'ils commencent à payer un dividende, ça veut dire, on est profitable les gars et on va le rester pour pouvoir continuer de payer ce dividende et l'augmenter chaque année. Et donc tant que tu l'as pas ce dividende, je me dis toujours la boîte, tout à coup, elle peut faire une Amazon, c'est-à-dire, elle a 3-4 années où elle monte la profitabilité, puis tout à coup, elle se dit: «Allez, fuck en fait, les gars, j'ai envie de faire du capex, j'ai envie de, tu vois, de Mmh. grandir, j'ai envie de lancer plein de trucs». Du coup, voilà. Après Amazon, la force d'Amazon, je pense, c'est qu'ils font tellement que repousser le moment où ils seront profitables que quand ils vont devenir profitables, tu vois, ils vont enclencher tu vois, c'est juste enclencher certains trucs.
ça va être une profitabilité de malade, tu vois. Et du coup, c'est toujours ça qui peut être compliqué dans ces actions-là. Elles Ouais, peuvent te tenter parce que tu te dis, elles ont une telle douve et elles sont tellement inattaquables que c'est un peu le meilleur business quand tu te projettes sur 20 ans. Et au contraire, je pense que tu as des boîtes, tu vois, qui peuvent te sembler, tu vois, mais même, par exemple, S&P Global, je sais pas si je t'en avais parlé, mais typiquement, c'est une boîte où je trouve qu'il y a un peu de cyclicité dans les cash flows, notamment parce qu'ils font de la notation de dette. Et la notation de dette, c'est quelque chose, on le sait, bah, toutes les entreprises n'ont pas toujours besoin bien sûr, ouais. d'être notées en termes de dette, notamment quand les taux d'intérêt montent, il y a un besoin en dette qui est moins importante. Mais c'est un tel monopole que limite, je suis prêt à accepter un peu plus de cyclicité parce que je me dis, dans tous les cas, même si une année ils font moins bien, en fait, ils récupèrent très rapidement. Donc, tu vois, c'est là aussi que c'est compliqué des fois au niveau des critères quantitatifs. C'est que si tu es très exigeant, si par exemple tu te dis, je veux surtout pas qu'il y ait une année en baisse ou quoi que ce soit, bah, tu peux peut-être passer à côté de certains business qui sont quand même très beaux. Et c'est pour ça que je pense que le qualitatif, tu vois, pour moi, il prend quand même le. C'est pas qu'il prend le dessus, mais c'est que il est très important et il peut expliquer certains critères. Tu vois, il peut expliquer que parfois certains critères quantitatifs seront pas parfaits, mais il y a une justification derrière au niveau de l'histoire et voilà, donc j'ai besoin d'avoir les deux et Mais c'est c'est obligatoire. pour ça que c'est dur de trouver une boîte qui coche les deux critères, quoi, tu vois. Mais, c'est très dur de trouver la boîte qui coche les 2 critères. Mais après, ouais, je reste quand même persuadé que quand, tu peux avoir, une marge de manœuvre, tu vois, sur tes critères quantitatifs. Moi, par exemple, là, le barème que j'ai mis en place, il est sur, 162, c'est très précis parce que du coup, j'ai pas mal de critères de notation. Mais au final, ça me permet d'avoir tu vois, une notation sur beaucoup de points que je ramène sur 20. Donc au final, il peut y avoir une petite variabilité et il y a une marge de manœuvre qui fait que la boîte peut rester quand même très bien notée même si, il y a par exemple, la croissance du chiffre d'affaires qui a ralenti, sur 1 ou 2 années. Ça lui a fait perdre des points, mais, globalement, elle reste très bonne. C'est pour ça qu'en gros, moi, ce que je vais faire, c'est que l'objectif, c'est de rentrer les boîtes, sur lesquelles je pense qu'il y a une possibilité d'aller pousser l'analyse plus loin parce que quantitativement, elles sont bonnes et en gros, j'ai un système de notation un peu comme, ce que tu as dans Trident, mais sur, 5 étoiles, tu vois? Et les boîtes 4 étoiles, 5 étoiles, je sais que je vais aller analyser plus loin et après, tout ce qui n'obtient pas 4 étoiles, c'est qu'il y a trop de critères qui Qui ne coche sont pas pas, remplis, tu vois? Et donc, je sais qu'au final, même si je vais pousser l'analyse, ça peut être une bonne boîte. Il y a tellement de critères qui collent pas, que je sais qu'au final, il y a sûrement des choses derrière qui me feront perdre du temps au niveau de l'analyse, en fait. Ça permet de filtrer, mais un peu comme ce que mais tu fais, tu vois? tu vois, c'est marrant parce que moi, pareil, là, j'ai bossé là-dessus, j'ai 10 critères là au contraire, j'ai essayé d'être un peu plus minimaliste, tu vois? Moi, là, même sur Olympe, j'en avais ajouté, une quarantaine et je suis tombé à 25 au final. Parce qu'en fait, c'est aussi compliqué dans un barème, c'est que quand tu notes des entreprises, bah, des fois, tu peux mettre plein de critères qui te viennent à l'idée, mais ils ont pas tous la même valeur, tu vois ce que je veux dire? Il y a des critères où tu Ouais, vas te dire: «En fait, ça, c'est pas» ça rejoint, tu vois? Tu vas te dire: «En fait, ça, c'est pas si important que ça» et donc j'ai vraiment essayé de prendre des critères où si c'est rouge, c'est vraiment problématique pour moi, tu vois? Enfin, c'est vraiment un inconvénient, tu vois? Que je veux absolument ouais, noter et souligner. C'est pour ça que je suis arrivé sur un truc un peu à 10 critères sur la note principale qui fait le premier filtre et 25 sur, le deuxième. Donc ça fait quand même, 35, données fondamentales, ce qui en fait pas mal. Mais, tu vois, j'ai essayé de me limiter à voilà, ça aussi c'est un peu compliqué, mais essayer de me limiter à ceux qui me semblaient les plus importants, tu vois? mais ouais, après moi, j'ai essayé d'être assez exhaustif, mais comme toi, tu vois, là, je suis en train de réfléchir et je vais essayer de mettre genre 3, 4 critères peut-être, où c'est des no-go, tu vois? Genre, par exemple, une boîte qui fait pas Mmh. d'argent, c'est un no-go. Genre une boîte qui a une dette excessive, genre, je sais pas moi, genre, 400 de debt to equity, c'est un no-go, tu vois? Genre, c'est, vraiment des critères, on va dire, c'est abusé, c'est trop extrême, Ouais, c'est trop no-go. important pour toi de garder, tu vois, moi j'ai que des boîtes qui ont des très belles notes de sécurité sur SimpliSafe, bah, je pourrais me dire: «Bah, je veux que des notes, qui gardent, je veux que des Du entreprises qui 90 gardent par des comme exemple, ça». tu vois? Voilà, que des Ouais, 90, plus de 90, mais ça, c'est super important et puis là, après, ça devient un peu technique, mais tu vois, je me pose aussi beaucoup de questions en ce moment sur comment tu calcules la croissance. Parce que typiquement, le problème que j'ai dans mon barème actuel, c'est que parfois, il va y avoir une pétrolière, tu vois, qui va faire 3 années exceptionnelles. Et du coup, 3 années de suite exceptionnelles, du coup, ça te dit qu'elle a fait 1000% de croissance. Enfin, tu vois, c'est exceptionnel peut-être sur 5 ans. Mais en fait, et même sur 10 ans, parce que si tu utilises que le chiffre final et le premier chiffre, bah, en fait, ça te dit toujours une croissance superbe, tu vois. Donc, ouais, la croissance aussi, c'est compliqué. Est-ce que tu utilises le CAGR? Est-ce que tu utilises une croissance classique? Est-ce que tu fais une médiane de croissance sur plusieurs années? Donc en fait, même la manière dont tu mesures la croissance va avoir un impact. Comment tu mesures le fait que ça soit linéaire et tout. Et donc il y a des ouais, fois des choses qui sont difficiles à bah, traduire. Des données que toi, quand tu vois le fast graph ou quand tu analyses le business, c'est évident, mais qui sont des fois un peu difficiles à traduire purement en chiffres. Et c'est pour ça que
Je pense qu'il y a ce besoin de pas trop. Tu vois, les chiffres, c'est génial quand on découvre plein de critères. Tu te dis, c'est génial, je vais construire un modèle qui va être infaillible. Et après coup, tu te rends compte que il y a un gros besoin il y a encore un besoin, je trouve, de Toujours. critères. Mais je pense que tu veux tu il y a sur ce genre de modèle-là d'analyse, tu es toujours obligé d'itérer et de comprendre et de recommencer et d'améliorer et cetera. Sans Moi, ce que j'ai arrêt. mis en place là pour justement essayer de pallier au fait qu'il y a des années qui sont moins bonnes et tout, je bosse avec la moyenne à 1 an, 5 ans, 10 ans sur tous les critères et en plus de ça, je rajoute quelque chose d'assez important dans chaque critère de notation. C'est ce dont je t'avais parlé, quand on s'est vu là, c'est que en gros, si la moyenne à 5 ans sur un critère, imaginons le chiffre d'affaires, si la moyenne à 5 ans est supérieure à la moyenne à 10 ans, ça veut dire que sur les 5 dernières années, du coup, en fait, globalement, sur les 5 dernières années, elle a été meilleure que sur les 10 dernières. Donc ça veut dire que les 5 dernières poussent la moyenne, vers le haut d'à 10 ans et donc je sais que globalement, l'entreprise est plutôt sur une bonne voie que, l'inverse. Au contraire, les entreprises qui ont un chiffre d'affaires une croissance du chiffre d'affaires supérieure sur 10 ans et inférieure sur 5 ans, je me dis qu'au final, elle est peut-être en perte de vitesse et si tu cumules ça sur tous les critères, parce que tu fais ça sur, croissance chiffre d'affaires, bénéfices, free cash flow, sur les marges aussi parce que l'économie d'échelle peut te permettre, tu vois, d'augmenter tes marges et cetera et si tes marges diminuent d'année en année, c'est peut-être qu'il y a un problème, des concurrents qui arrivent et essayer de toujours comparer ces croissances-là entre 5 et 10 ans pour voir dans quelle dynamique est la boîte. J'ai l'impression après ça sera à tester clairement parce que c'est toujours à tester, mais j'ai l'impression que ça me donne une bonne visibilité, tu vois? OK. Non, mais c'est intéressant. Je pense que ça peut pas s'appliquer partout parce que, par exemple, les marges, elles sont pas infinies non plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'une boîte, je sais pas, Ah oui. une boîte comme Visa qui atteint 60 de marge opérationnelle, tu peux pas trop lui demander, je pense, ensuite de monter à 70, à 80, 90, tu vois? Donc, je pense qu'il y a C'est pour ça toujours qu'il y a des certaines critères, limites. Mais de manière générale, au moins de regarder en effet que les marges soient stables si elles ont voilà. atteint un peu le pic et pas qu'elles soient descendantes. Justement, je pense que c'est en effet, c'est des critères intéressants. Et il y a des choses que moi, je sais visuellement, j'arrive plus facilement à voir des fois que juste exprimé en pourcentage. Oui, Donc bah, ouais, avec les courbes, par exemple, si tu vois une courbe qui est, comme ça, hop, je suis sorti de la caméra, donc on va le refaire. Si elle est hop, c'est quand même mieux que, genre, tu vois, genre, tu le sais rien qu'en voyant la courbe. forcément, forcément et c'est pour ça que graphiquement, je pense qu'on comprend très rapidement graphiquement les choses et on va essayer de rajouter ça pas mal sur la Trident, tu vois? D'avoir des représentations graphiques, sur les éléments les plus importants, donc typiquement les ventes par action, le free cash flow par action, le ROS, sur les 20 dernières années, et également les marges en free cash flow. Je pense que c'est les 4 métriques. Si tu as déjà cette représentation visuelle sur les 20 dernières années, tu as déjà une idée un petit peu, de la tendance, de comment Ouais. tout ça se dessine. Petite question, mon Clem, j'y pense, du coup, tu disais que tu voulais viser environ 15 entreprises. Comment tu vas faire alors, combien il va y en avoir d'entreprises, Trident? Est-ce qu'il y aura des entreprises que tu auras aussi, sélectionnées toi-même? Ça va être intéressant qu'on compare nos 2 portefeuilles, qui vont probablement beaucoup se ressembler et en même temps, il y aura peut-être Oui, des mais après, c'est ce dont j'ai parlé, tu vois, avec, des personnes qui sont rentrées dans mon programme là, qui sont également dans Trident et qui viennent, justement pour l'aspect ETF, un peu plus diversification dont ils ont peut-être besoin aussi, eux, de leur côté et après je leur ai clairement dit, hein, qu'en soi, le portefeuille actions, il y aura forcément des entreprises de Trident parce que, déjà, moi, j'ai quasiment tout appris avec toi. Je pense qu'on est très alignés sur, la vision, qualité des entreprises qu'on a envie d'avoir dans le portefeuille. Après, moi, j'ai toujours ma vision diversification qui, je pense, est aussi ce qui nous diffère et du coup, moi, j'aimerais aussi aller sur les actions européennes. Je sais que toi aussi, tu es en train de y aller et peut-être un peu de small cap aussi. Parce que pour moi, les actions de qualité, ça ne veut pas forcément dire, que c'est que des large cap, tu vois? Il peut y avoir des entreprises un peu plus petites, mais qui sont, dans une bonne dynamique avec, des fondamentaux, très bons comme l'action Technoglass que, par exemple, j'en avais parlé il y a quelque temps. C'est une entreprise qui a des très bons fondamentaux, elle est qualitativement, elle est très bonne. Donc il y a aussi, ce genre de boîtes-là sur lesquelles j'aimerais aller et essayer d'avoir une diversification entre, large cap US, Europe et quelques small cap Europe, US pour essayer d'avoir un peu plus, de diversification et venir complémenter le socle passif avec les ETF. et Donc pas forcément avec de la globalement, dividende en plus là, tu vois? Parce que Technoglass, il y a pas de dividende, il me semble. il y a des dividendes Technoglass. Ouais, ils ont commencé et croissant, donc tout bon. Mais après, genre, pour le moment, je sais pas trop. Je vais quand même analyser les boîtes sans dividende. Du coup, ce qui me permet avec mon critère de notation sur 162, c'est que au final, en faisant un peu des stats, si tu enlèves juste les 10 points de notation des dividendes et que ça tombe à 152, tu peux, du coup, faire la division et ramener sur 20. La note, elle reste quand même cohérente par rapport
aux entreprises à dividendes qui ont 162 points. Alors, c'est pas juste, clairement, c'est pas les comparer sur un pied d'égalité, mais ça permet d'avoir une vision quand même assez comparable par rapport à des boîtes à dividendes. Donc, je vais les analyser, je vais voir, et peut-être qu'il y en aura, hein, peut-être quelques-unes, pas une majorité, Ouais. mais c'est probable. Je ferme pas de porte, hein, j'ai envie d'aller explorer un peu. Et je t'avoue que j'hésite aussi un petit peu moi de mon côté. Je me dis: «Tiens, en effet, rajouter le critère de dividende comme un bonus», tu vois? De se dire: «Bah, finalement, le dividende, c'est une décision d'allocation du management, mais c'est plutôt bénéfique et c'est plutôt un signe positif». En effet, on pourrait tout à fait le compter dans un barème. Par exemple, tu le mets sur 2 points sur un barème à 20 et ça handicape une entreprise qui ne en verse pas, mais ça ne l'exclut pas forcément pour autant. C'est vrai que pour l'instant, moi, je me suis mis un peu des exclusions, parce que tu me connais, beh, comme tu l'as dit, c'est peut-être un petit peu ce qui nous différencie. J'essaie d'être focus et je sais que peut-être à trop vouloir m'ouvrir, je risque d'être moins bon et que du coup, Mmh. bah, forcément, quand tu es moins bon après dans un domaine, bah, autant prendre un ETF parce que tu pourras difficilement du coup faire mieux que l'indice ou que la moyenne. Donc en effet, j'essaie pour l'instant quand même j'essaie de m'ouvrir petit à petit. C'est prévu de rajouter des entreprises européennes. Peut-être un jour, on ira chercher c'est pas forcément des small cap, mais tu vois, au début, on pense se limiter Oui, à 10 milliards de market cap, puis peut-être on ira chercher 5 et puis peut-être qu'on dépassera 1. Mais je pense qu'à nouveau, il va y avoir des spécificités, notamment dans du small cap que tu n'auras pas et même en Europe, tu vas avoir des spécificités et cetera et je pense qu'il faut bien prendre le temps de comprendre ces spécificités-là, pour pas vouloir y aller trop vite et se brûler les ailes ou avoir des résultats qui sont moins bons finalement que ce que tu avais à la base. Sachant qu'on en a mmh beaucoup mh. parlé ensemble, on avait fait toute une vidéo là-dessus. Il n'y a pas forcément. Enfin, je pense qu'il y a vraiment cette image, notamment quand tu débutes, de se dire il faut que je sois diversifié partout, il faut que j'ai un peu de tout. Et en fait, non, en fait, rien qu'en achetant, tu achètes juste Apple, tu as déjà une diversification qui est énorme. Bonne L'entreprise diversification, ouais. vend sur les 3 continents. Tu vois? Donc, voilà, c'est pour ça que je suis toujours un peu prendre mon temps pour bien. Mais après, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où, dans tous les cas, je veux pas me surdiversifier et c'est pour ça que je veux limiter le nombre de boîtes. Donc quand je te parle d'entreprises européennes et de small cap, c'est peut-être, 2 entreprises européennes et une small cap, tu vois? Genre, j'en sais rien, mais le but, c'est pas non plus, de toujours essayer de garder une répartition cohérente sur la stratégie quality. Donc, le but, c'est vraiment, d'aller chercher les entreprises de qualité et s'il y en a pas, il y en a pas, tu vois? Genre, clairement, si je trouve pas, des entreprises un peu plus petites. Enfin, en gros, Ouais, je veux ouvrir le champ. Ça veut pas dire que je vais y aller. Ça veut juste dire, je veux aller voir un peu ce qui se passe, pareil, sur le pareil. marché européen et sur le marché small cap. Parce qu'en Europe, au final, enfin, si tu regardes en France, on en a discuté ce week-end, mais les entreprises de très bonne qualité, ça se compte sur les doigts d'une main, hein. En tout cas, faut aller voir, peut-être sur les plus petites capitalisations et hors du CAC 40, ce genre de choses. Mais CAC 40, clairement, il y a dans notre vision, il y a LVMH, Hermès et L'Oréal, quoi. En gros, c'est un peu les 3. Fondamentalement les trois meilleurs. Après, il existe plein de boîtes, tu vois? Donc Ouais. toujours pareil, où est-ce que tu t'arrêtes? Où est-ce que tu commences? Tu sais que tu vas devoir exclure des choses, c'est très difficile. Non, c'est ça. C'est que je pense qu'il faut ouvrir, il faut s'intéresser, voir et après construire petit à petit sa thèse en disant: «Bah, voilà, et puis avoir une thèse. Pourquoi si tu décides de pas investir dans L'Oréal, pourquoi tu investis pas dans L'Oréal? Est-ce que c'est le problème, c'est la croissance? Est-ce que c'est, le type Mmh de mh. produits qui sont vendus? Est-ce que c'est» enfin, tu vois, il peut y avoir plein de raisons, mais c'est vrai qu'il faut avoir une justification plutôt que de juste dire: «Ah bah non, l'Europe, j'ai exclu pour l'instant». Donc je pense qu'en effet, faut s'ouvrir à tout ça. Mon Clem, on est en train de partir sur un épisode, spécial, sélection d'actions alors on avait dit qu'on parlerait de nos erreurs. Heu Vas-y. Est-ce Bah, qu'on, avec en alors lien avec la diversification, deuxième erreur que moi j'ai fait en 2023, ouais, j'en ai un peu parlé au début du podcast, mais c'est que, du coup, bah, la diversification, ça peut être bien en bourse, attention de pas trop en faire, mais dans la vie professionnelle, ça a été assez compliqué pour moi en 2023 et au final, je me rends compte que que toutes les personnes qui m'ont dit que j'allais devoir faire un choix et arrêter, soit, l'activité digitale, soit mon activité de kiné, bah, j'ai eu beau être naïf et dire: «Non, ça arrivera pas et cetera et machin bidule». Au final, je pense qu'ils avaient raison, c'est obligatoire parce que là, ça devenait trop compliqué de tout gérer. Parce qu'en 2023, quand même, il y a des moments où, je devais faire, mes posts Insta, je devais faire mes vidéos YouTube, mes vidéos de formation, suivre les élèves, bosser en tant que kiné. J'étais en train de retaper un appart, j'essayais de faire un peu de sport. J'avais mes potes, ma famille, joyeux bordel. Genre, ouais, clairement, forcément, tu j'étais as à 200 à l'heure l'impression tout le que temps. forcément Ouais tous les autres et sphères vont souffrir et même ton boulot, tu vas devoir faire des ouais, choses à c'est la ça. va-vite et cetera et Exactement, j'étais toujours en train de courir et je pense que ça m'a desservi dans la création de contenu surtout, parce que c'est pas ce que j'ai fait passer en dernier plan, mais c'est là où je mettais le moins de focus parce que
pour moi, la priorité, c'était quand même, mes patients parce que je suis avec eux et la deuxième priorité, c'était mes clients parce qu'ils ont payé pour, accéder à ce que je propose, donc c'était ma priorité. Donc clairement, ça m'a desservi sur la création de contenu où j'ai fait beaucoup de templates, par exemple, sur Instagram qui revenaient. À force, ça lasse un petit peu les gens. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment d'essayer de recentrer ça et après, je pense que je me suis un peu trompé dans le sens où quand j'étais en médecine, en première année de médecine, j'ai développé une très, très forte, capacité de travail. Autant dire que je peux travailler beaucoup, longtemps, sans forcément m'épuiser. Mais le problème, c'est que je perds en efficacité et là, ça s'est quand même vu et depuis le moment où j'ai pris la décision d'arrêter la kiné et de me focus à fond sur, mon activité digitale, bizarrement, c'est là que ça a fonctionné donc enfin fonctionné. En tout cas, que ça fonctionne assez pour me permettre d'en vivre. C'est marrant parce que j'ai écouté une vidéo de Ali Abdaal, tu sais, qui était, justement interne en médecine. Il a sorti un bouquin, je sais pas si tu vois? C'est un youtubeur assez connu, au UK. Non, Il a sorti un bouquin sur la productivité, il l'a appelé, «Feel Good Productivity» et ce gars-là, en fait, il explique que, justement avec médecine, tu apprends à en mode, tu as un problème, faut juste travailler plus dur. Faut juste tra et ouais, donc dès qu'il avait des problèmes, il travaillait juste plus dur et en fait, au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'en fait, le problème quand tu rentres dans un hôpital, c'est qu'en fait, les problèmes sont sans fin. C'est-à-dire, il y a toujours des gens qui vont tomber malades, il y a toujours des trucs qui vont pas être faits à temps et cetera et il disait: «C'était un enfer» parce que il bossait, il bossait, il bossait, mais en fait, il a l'impression de, tu sais, de courir dans une roue sans fin. Et il y avait toujours plus de patients, toujours, tu vois? Et il a dû sortir un peu de la roue et de se dire: «Attends, en fait, il faut aussi que je me prévoie du temps libre». Et tu vois, c'est marrant, ça va rebondir, pour éviter que le podcast dure trop longtemps, je vais rebondir sur moi, ce que j'avais noté. Moi, j'ai noté en erreur, personnelle de pas mettre un réveil à 7 heures du mat et de pas avoir une journée, tu vois, productive, efficace et pouvoir terminer ma journée plus tôt que prévu. Et donc là, mon objectif en ce moment, c'est d'essayer de terminer les journées à 14 heures pour ensuite pouvoir avoir le temps d'aller au sport. En plus, à la salle, c'est génial. Quand tu arrives à 15 heures à la salle, il n'y a personne. Avoir le temps de manger, avoir le temps d'aller au sport. Le soir, avoir le temps de lire un petit bouquin, de me détendre, de regarder deux, trois trucs sur l'ordi, mais en mode détente, pas en mode taf. Et aussi ouais, le soir, pouvoir manger tranquillement avec ma chérie, tu vois. Et en fait, ça, c'est des choses qui sont, tu vois, qui sont fondateurs dans n'importe quelle vie. Et je pense que les gens qui nous écoutent, bah, sans ces moments-là, en fait, t'es plus rien, t'es qu'un robot et ta vie devient détestable, quoi, tu vois. Mais trop souvent, moi, j'ai sacrifié pendant tout ce parcours, ça fait 10 ans maintenant que je fais ça sur Internet, et trop souvent, à cause de l'ambition que j'avais, j'ai sacrifié, on va dire, tous les autres trucs qui étaient à côté pour pouvoir travailler plus. Mais en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que déjà, tu travailles pas forcément mieux parce que, bah voilà, après avoir fait 6 heures de taf, en fait, la septième heure, la huitième heure, la neuvième heure, tu es de moins en moins efficace, surtout pour le genre de métier qu'on fait. Et en plus de ça, tu te fatigues et tu peux te dégoûter de ce que tu es en train de faire. Et donc, ouais, je te rejoins complètement sur le fait que le fait de faire des sacrifices, parce que finalement, le focus, c'est ça, de dire, bon, bah, en fait, j'ai deux métiers, mais en fait, celui-là, je le préfère, donc ben, je passe plein temps dessus. Et tu vois, c'est marrant parce que Ali Abdal, c'est pareil, il avait YouTube et la médecine, et puis finalement, il a arrêté médecine pour faire YouTube. Donc, toi, finalement, c'est un peu le même parcours. Eh ben, le fait de ne faire que cette chose-là te donne beaucoup plus de temps pour bien faire cette chose-là et mmh, avoir un peu la satisfaction et pas justement courir. C'est quoi l'expression là? C'est mon grand-père qui disait ça, courir comme un poulet sans tête. Tu sais, c'est le ouais, ouais, que oui, oui, quand tu coupes la oui, tête les d'un poulets, poulet, je crois qu'il continue de courir. Voilà, et je ouais, trouve que l'expression est nerveusement, assez parlante. Des fois, dans ma vie, moi, j'ai eu cette sensation-là. Tu sais, tu cours toujours après, et en fait, bah, c'est dur, quoi, comme style de vie. bah, après, tu vois, je le laissais pas trop paraître parce qu'en soi, j'ai pas mal de gratitude pour ce que j'ai réussi à faire en 2 ans. Clairement, monter un business qui va me permettre d'en vivre, alors que je bosse à côté et que j'étais sur ce business 2 après-midi par semaine, je pense quand même que je peux être assez content de moi. Enfin, je suis assez réaliste, genre j'ai quand même cravaché, j'ai été discipliné, j'ai toujours été présent. J'ai bossé tout le temps, tu vois? Donc forcément, je suis assez content. Mais là, j'étais arrivé à un point où en fait, c'est soit j'arrêtais, soit j'éclatais en vol. Parce que, Ouais. je faisais que ça, quoi. Genre vraiment, c'était et là, en plus, encore plus avec le lancement du programme SPAC sur lequel, j'ai dû passer beaucoup d'heures, sur, lequel, je fais des appels avec, les personnes qui veulent rentrer pour, vraiment tout leur expliquer, ce qui me prend du temps. Donc forcément, c'est plus individualisé, il y a plus mais bref, ça me prend beaucoup de temps quand même et en fait, là, je passe 8 à 10 heures d'appels par semaine, alors que j'étais toujours en train de travailler. Donc là, Mmh. c'était à deux doigts de l'explosion et tu vois, genre, combien de fois on m'a dit que j'avais une tête, de zombie, genre au cabinet, j'arrive le matin, je suis éclaté, j'ai des cernes, genre, c'est pas tenable, tu vois? Donc je pense Non, mais que je et pense là, que la santé avant tout et là, je te je vais plus au sport, tu vois? Enfin, il y a plein de ouais, trucs que j'ai stoppés parce que, mais pour moi, la vie, c'est des vases avec, un niveau d'eau et quand tu as envie d'un, tu remplis l'autre. Là, j'ai rempli à fond celui du taf
Ouais, ouais. et là, maintenant, je vais vider la partie kiné pour le remettre un peu ailleurs, pour retrouver un équilibre parce que là, Et tu et c'était tu plus vois, équilibré. tu vas pas forcément d'ailleurs passer plus de temps sur YouTube, tu vas peut-être justement retrouver du temps sur les autres cercles de ta vie, tu vois? Et c'est ça, c'est-à-dire que je pense que c'est OK et c'est la vie de tout entrepreneur quand tu démarres une entreprise, les 2-3 premières années, généralement, c'est intense de ouf et c'est qu'après, tu vois, moi, il m'a fallu, je crois que mes premières vacances, quand j'ai commencé à bosser sur Internet, les premières vraies vacances où j'ai pas emmené l'ordi, tout ça, je sais pas, c'était au bout de 8 ans, 9 ans, un truc comme ça, tu vois? Donc Ouais, c'est fou, ça prend beaucoup de temps et en fait, après tu comprends, tu sais, au début quand tu es entrepreneur, tu dis: «Bah, non, mais moi, je vais pas être un salarié, je vais pas faire des heures, justement fixes» et c'est pareil, tu vois? Je te parlais du réveil. Moi, je mettais pas un réveil parce que je me disais: c'est bon, je peux me laisser dormir, je travaille un peu quand je veux et cetera. Sauf que derrière, bah, je le payais parce que du coup, je travaillais, hyper tard le soir. Du coup, j'avais pas le moment, de détente, je me couchais, je dormais mal, je me réveillais enfin, tu vois? Et en fait, je me dis: «Mais il vaut bien mieux, s'imposer cette petite, comment dire? Cette petite discipline d'avoir un réveil, tous les jours à la même heure et se coucher à la même heure, et se coucher assez tôt et se réveiller assez tôt. Finir le taf le plus, tu vois? De manière efficace, bosser bien et ensuite avoir du temps libre, pour justement, tu vois? Kiffer la vie et faire d'autres choses, quoi. Et je pense que moi, ouais. j'avais cette tendance, quand je regardais mon planning, en fait, j'essayais de mettre que des trucs productifs dans le planning, si bien que, même si tu arrives à tout faire, à la fin, tu as l'impression d'avoir une journée, tu vois, qui n'en finissait pas, quoi, tu vois? Et donc, Ouais. ça, Ah, tu c'est vois, j'ai justement essayé de commencer à me faire mon planning et tu vois, déjà, il est trop rempli parce que forcément, j'ai les appels, mais je pense que je vais essayer de faire, peut-être, déjà, si j'arrive à faire, 3-4 heures de vraiment de deep work focus sur une tâche par jour, ça sera déjà excellent, tu vois? Genre clairement, ça sera beaucoup mieux que ce que j'ai fait, jusqu'à aujourd'hui mais après c'est compliqué, tu vois? Parce que là, au final, genre je regarde mon emploi du temps de lundi, tu vois? Qui arrive là, je travaille plus, hein, mais je garde mes cours de gym au cabinet pour le moment. Donc de 10h30 à 11h30, j'ai cours de gym. Ensuite, j'ai un appel à 11h45. Ensuite, à 14h, j'ai un appel. Ensuite, je bosse et au final, tu vois, ça se remplit extrêmement vite le temps, hein. C'est fou. Donc, Après, il va y avoir simplifier, c'est des compliqué. il y a forcément des challenges, pareil, mon coloc, il a beaucoup de réunions, tu sais, dans son taf et quand tu as des réunions, tu sais, c'est la réunionite, il a des réunions des fois, Ouais, il y a 5 réunions par jour. Moi, je sais pas comment il fait parce que c'est extrêmement difficile et moi, j'aurais tendance, en effet, c'est ce que je te disais, j'aurais tendance à essayer de mettre le maximum de réunions sur la même journée pour avoir des journées un peu, justement, sans avoir ça à penser et pouvoir être 100 focus parce que je pense que, tu vois, c'est Sven, il m'a dit, il y a justement, hier, il m'a envoyé un message en me disant, putain, c'est fou, j'ai fait une semaine, enfin, j'ai fait une journée. Je lui ai juste dit, essaye les journées full focus sur un truc. Et il a fait une journée full focus sur le support client. Et il me dit d'habitude, quand je le réservais en fin de journée, j'arrivais jamais à vider les boîtes. Et là, en étant à fond dessus, j'ai pu vider ça beaucoup plus rapidement. Donc, je pense ouais. aussi qu'au maximum, il faut essayer de cumuler les tâches entre elles. Parce qu'une fois que tu démarres, tu sais, tu as l'énergie qui vient et c'est plus facile de continuer par la suite, quoi. Mais Mais, c'est pas je pense qu'il va falloir que je trouve, il faut ouais, ouais. euh, Mais ouais, faire des gros blocs, je pense que c'est important. Après, clairement, là, les appels pour les clients, c'est moi qui les prends, mais je me dis, moi, l'idéal, ça serait de trouver quelqu'un qui peut m'aider là-dessus, hein, clair parce que bon, faire les appels, c'est très bien, mais je sais que j'apporte beaucoup plus de valeur. À moi, passer tout ce temps des appels sur le programme pour apporter plus de valeur aux personnes qui sont dedans et continuer de leur apporter, continuer d'apporter des analyses et enfin, m'améliorer, développer le truc que, passer des appels, tu vois? ouais. Donc bon, il y a plein de choses à mettre en place, mais là, de toute façon, c'est le début. Je sens que là, il y a la transition à gérer. Ensuite, il va falloir, structurer et une fois que la base, elle sera solide, beh, là, du coup, je pourrais, me faire un emploi du temps, carré où je suis efficace. Parce que en fait, je me connais pas, tu vois? Genre, c'est ouf ça, parce que ça fait 2 ans que j'entreprends sur internet, mais en réalité, je pense que là, maintenant que je vais m'arrêter, je me rends compte que je me connais pas du tout. Parce qu'il y a très rarement, genre, je fais des grosses plages de création de contenu, très rarement je réfléchis à ce que je vais faire. J'étais tout le temps dans l'action, tu vois? Ouais, ouais. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont changer et je pense que je vais en apprendre beaucoup. Puis, enfin, c'est très cool parce que moi, j'adore ça. Enfin, tu vois, ça va être un nouveau challenge. Mais ouais, je pense qu'il va falloir que je prenne un peu de temps pour caler tout ça. Après, tu vois, c'est une belle leçon, et tu peux être fier de du résultat que tu as obtenu en 2 ans et c'est une belle leçon comme quoi passer à l'action, c'est plus important des fois que réfléchir. Même si je pense qu'inconsciemment, tu as beaucoup réfléchi parce que tu sais, tu as réfléchi tu sais, c'est de la réflexion des fois la nuit, dans le Ah lit ouais. ou, tu vois? Ou, tu es en train de manger. D'ailleurs, il faut éviter, c'est normal, mais tu es en train de manger avec ta chérie et ça continue de tourner un peu. Et moi, c'est un truc d'ailleurs sur lequel je veux bosser aussi cette année, tu vois? C'est arrêter de penser sans arrêt au taf parce qu'en fait, je pense que j'ai une partie de moi qui tourne non-stop là-dessus
Et c'est fou parce que ma chérie, c'est le contraire, tu vois? Elle, ce à quoi elle s'inquiète et auquel elle pense, c'est plus des problèmes personnels, tu vois? C'est où est-ce qu'on Ouais. va habiter, voilà, quand est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Tout ça. Alors que moi, ces choses-là, je me dis: «Bah, en fait, ça viendra», tu vois? Genre, voilà. Et je me dis: «Mais pourquoi j'arrive pas à penser de la même manière par rapport au taf?» Tu vois? En mode, au taf, je pourrais tout à fait me dire, quand il est 18 heures, tu vois, ça sert à rien de continuer de penser, au taf, sauf si c'est vraiment un moment où, tu vois, je veux penser à ça, mais généralement, c'est pas le moment de penser à ça. Et donc me dire, bah, plutôt, bah, tu sais quoi, ça viendra quand ça viendra, les choses vont évoluer naturellement. Donc Je pense que c'est très c diffi ouais, je pense en vrai, c'est un peu utopiste de se dire qu'on n'y pensera jamais parce que moi, je suis pareil que toi, j'y pense tout le temps et en vrai et des fois, j'ai envie de me mettre des claques parce qu'il y a des gens, parfois, qui me parlent et je suis pas là. Genre, ouais, tu ouais. sais, C je suis pas là et genre, enfin, j'écoute d'une oreille, mais je suis en train de réfléchir à un autre truc et ça, pour le coup, tu vois, c'est un point négatif de l'entrepreneuriat, je trouve. C'est quand même là, j'ai un peu de recul avec 2 ans, la tête dans le guidon parce que j'essaie d'avancer, tant bien que je peux enfin, tant bien que mal avec tout ce que je fais à côté. Mais tu décroches jamais, genre c'est extrêmement dur. La seule fois où j'ai décroché, c'est quand, comme toi, je suis parti en vacances et que j'ai dit: «Là, stop, je prends pas» enfin, j'avais mon ordi, mais j'ouvre rien du tout. J'ouvre pas Instagram, tu vois? Je l'avais bloqué pendant une semaine Ouais, et au bout de 3 4 jours, ça y est, tu vois? ça y est, tu J'avais ouais, mais on déconnecté, est pareil. enfin mais en Ça a mis fait, si tu 3-4 fais pas jours, mais il l'effort de faut, tout couper ouais, ouais. affreux. Mais Et ça, c'est dur, hein, c'est vraiment quelque chose, je pense que les gens, ils se rendent pas compte parce que quand, même pour les gens autour de toi, tu vois? Moi, Marie, des fois, elle pète des plombs, vraiment, je te jure, elle me parle et genre, je réponds pas pendant, 10 secondes et je réponds après. C'est ouf, tu dis: beh, «Mais q» c'est et j'avoue que je travaille beaucoup là-dessus, moi, et maintenant je me suis amélioré. C'est un truc que j'étais très nul avant aussi comme toi, genre, Clémence, c'était terrible. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux, tu vois? Parce que justement, je fais l'effort de me dire: «OK, la journée est terminée», je ferme l'ordi, et je fais l'effort de vraiment m'intéresser à la journée de l'autre personne, tu vois? C'est-à-dire que, forcément, je vais lui parler un peu de ma journée, elle va parler un peu de sa journée, mais tu vois? Pas être dans le truc de, tu vois, en fait, se faire confiance aussi, tu vois, se dire, c'est pas parce que tu penses pas, enfin, des fois, en fait, ça sert à rien de penser non-stop à un truc. Des fois, il faut l'oublier pour revenir plus tard dessus avec des meilleures idées aussi, tu vois. Donc, je suis ouais, pas en train de dire, tu penses jamais, parce que forcément, des fois, tu vas y penser sous la douche ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est important d'essayer de s'ancrer dans le moment présent et d'essayer d'apprécier ce que tu as face à toi là maintenant, plutôt que sans arrêt être en train de penser à ce que tu vas faire demain. Parce qu'après, ça devient, bah voilà, ça devient un peu obsessionnel. de ouf. Et c'est pas sain, je pense, pour kiffer sa vie, en fait, tout simplement. Parce que quand tu es que obsessionnel là-dessus, bah, derrière, voilà, les bons moments avec les potes et tout, tu peux vachement les mettre de côté, alors que c'est ce qui Grave. fait aussi le kiff de la vie, tu vois? Je pense qu'on a un travail qui est incroyable, et c'est pour ça, on prend beaucoup de plaisir à le faire, et du coup, on a envie de passer de plus en plus de temps dessus. Mais en même temps, il faut se dire: «Attention, en fait, il y a aussi d'autres choses dans la vie, et il faut pas mettre tout son cerveau là-dessus». Faut décomplexer aussi, et lâcher la pression aussi sur la partie taf, Ouais. quoi. Moi, je pense que ça va aussi beaucoup changer et peut-être dans le bon sens parce que vu que je vais gagner du temps, bah, tout le temps que je vais gagner aussi tous ces moments de réflexion que j'avais, un peu à la va-vite, dès que j'avais des moments de libre, tu vois? Et une là, enfin, pour le coup, on va peut-être finir sur, les petites résolutions si on veut faire un peu la Ouais, transition, ouais. et les coups de cœur comme on fait aussi parce que ça, on avait dit qu'on essaierait de le continuer. Mais, en gros, moi, ma résolution pour 2024, clairement, c'est de ne pas travailler le week-end. Et un truc que je n'ai pas fait depuis 2 ans, mais c'est, vendredi soir, fini jusqu'au lundi matin et je sais que bah, déjà si je pars comme ça, c'est foutu. Mais j'allais dire, je sais qu'il va y avoir des petits travers, que ça risque d'arriver, mais essayer au maximum les week-ends de profiter de mes potes, d'aller faire du sport, d'aller dehors, d'aller au ski, de profiter de Marie et clairement, si j'arrive à tenir ça franchement et que j'arrive à développer mon activité, bah, déjà j'aurais réussi mon année 2024, tu vois? C'est sûr. Bah, en vrai, tu vas voir, c'est hyper challengeant, mais si tu es strict là-dessus, si tu es aussi strict que, tu vois, par rapport au taf, tu vas sûrement te rendre compte, comme moi je me suis rendu compte, que en fait, bien couper, c'était derrière gagner du temps sur les heures que tu feras ensuite, en fait. C'est-à-dire que sur Mmh le mh. coup, tu as l'impression, tu te dis: «Putain, je suis en train de faire n'importe quoi», et une fois que tu as vraiment fait une bonne coupure et que tu reprends le lundi, que tu as les idées frais, tu as bien dormi, tu vois? Tu te dis: «Putain, en fait, je suis beaucoup plus efficace que la semaine où j'ai taffé tout le week-end, et le lundi, en fait, je rattaque et je suis encore, crevé», quoi, tu vois? Donc je pense que le fait d'avoir plus de temps et d'avoir ces moments-là, moi, je pense que c'est hyper important d'avoir des moments, tous les jours. Moi, je vais marcher, j'essaie de faire les 10 000 pas là. Je me suis mis un petit tracker d'habitude. Je sais que ça avait été conseillé pas mal par Yomi et tout, et c'est un truc que depuis longtemps je me disais, tu sais, j'ai plein d'habitudes, mais je les traque pas forcément. Là, je me suis mis à les traquer, et je trouve ça super en effet de le voir visuellement, de se dire: «Ah, OK, combien j'ai réussi d'habitude, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas?» Et tu vois, là, j'en ai mis 9. J'ai mis me lever à 7 heures,
lire un bouquin pendant 15 minutes, me peser, avoir 8 heures de sommeil, respecter mes 6 pomodoro, donc travailler en fait les 6 heures focus, ce qui est l'équivalent d'un deep work, marcher 10 000 pas, faire du sport ou m'étirer, méditer et me coucher à 22 heures, tu vois. Donc là, je m'en suis mis beaucoup parce que j'en avais déjà pas mal de base, tu vois. Et j'ai été choqué. En fait, mon taux de réussite, il est à 77% pour l'instant. Ce qui est C'est fat, hein? pas si élevé que ce que je pensais, tu vois. En fait, je pensais être plus élevé que ça. Dans ma tête, moi, c'était en mode ah, ça va, Ouais, les me mes casse pas. habitudes, je les fais tous les jours. Et en fait, tu te rends vite compte que les week-ends, les trucs, il y a toujours des petites exceptions. Et je pense que c'est bien de le suivre et d'essayer d'être un peu carré là-dessus parce que c'est d'avoir un peu cette structure-là qui te permet des fois après de te détendre sur d'autres parties, quoi, tu vois? J'ai l'impression. Ouais, grave. Allez, si on termine, le podcast pour pas que ça dure trop, trop longtemps, Ouais, petit, coup de cœur comme on a l'habitude de faire. Si on devait ouais. dire un coup de cœur là sur 2023, histoire que ce soit, pas forcément un truc, Alors, la juste mon Clem, je suis en train de penser peut-être juste faire un petit récap, pour les gens du coup, les 3 trucs qu'on a notés. Donc moi mes 3 erreurs, j'ai noté, en termes de bourse, donc j'ai mis, baisser mon exigence de valorisation. Donc c'est-à-dire la première erreur que j'ai fait, c'est faire attention quand la bourse monte, de pas changer son système, et d'essayer de le justifier par la suite. Il y avait un mec qui disait plus les actions montent, moins tu as l'impression qu'elles sont chères parce que plus ça monte et plus tu as envie d'acheter. Alors qu'il faudrait avoir bah, la réflexion inverse. Plus ça monte, plus tu devrais te dire putain, c'est quand même un peu cher. Et plus ça baisse, plus tu devrais être excité. Donc, c'est finalement la première erreur que j'ai faite. C'est vraiment arriver à trouver un système qui fonctionne dans les marchés qui montent et les marchés qui baissent. Ensuite, sous-estimer la deuxième erreur, j'ai pas trop le temps d'en parler, mais en effet, on en a parlé un petit peu par rapport aux data. Je pense que c'est sous-estimer le temps que ça prend de trouver une bonne boîte de qualité. On a parlé ensemble du fait qu'il y a la quali, il y a la quanti. Des fois, il y a ouais, une boîte qui va cocher ça, mais elle va pas cocher ça. Il y a des fois une boîte, tu vas la trouver intéressante, tu vas creuser pendant 50 heures. Enfin, tu vas lire plein de trucs et puis tu vas trouver un truc qui fait que, en fait, non. Et tu vois, ce qui m'a pas mal aidé là-dessus, c'est que j'ai quand même une pression de construire ce portefeuille Trident au bout d'un an et demi pour arriver à nos 10 actions de qualité. Mais un truc qui m'a rassuré, tu vois, c'est Warren Buffett. Je lisais les lettres aux actionnaires qu'il donne sur Berkshire Hathaway. Et à un moment, il dit si j'ai une bonne idée dans l'année, c'est une bonne année, tu vois. Donc, je pense qu'il faut aussi accepter le fait que quand tu es exigeant et quand voilà, et que tu veux vraiment les meilleures boîtes, c'est OK de pas toutes les trouver tout de suite et que ça prenne un peu plus de temps que prévu pour pas justement se précipiter. Donc voilà, finalement, trouver 10 actions en 2 ans, bah, c'est difficile. En un an et demi même, c'est particulièrement difficile, sachant que bah, voilà, Warren Buffett te dit, le plus grand investisseur te dit j'en trouve une par an, quoi. ouais. Donc forcément, les premières, en plus, il y a aussi cet aspect-là, c'est que les premières, elles deviennent rapidement parce que forcément, c'est des boîtes que tu connais bien. Et ensuite, les suivantes, plus difficiles parce que tu as déjà épuisé, on va dire, tes meilleures idées. Et donc, tu te retrouves un peu à c'est quoi ma sixième meilleure idée, c'est quoi ma septième meilleure idée. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher de nouvelles idées et rester sur les idées que tu avais déjà trouvées à la base, tu vois. C'est-à-dire que voilà, il faut pas investir sur sa. C'est ce dont tu as parlé toi aussi comme objectif. Il faut pas investir sur sa 30e meilleure idée, mais Grave. plutôt essayer de rester concentré sur ses 8-12 meilleures idées. Ouais, et s'il y en a 8, il y en a que 8, tu vois? Pas pousser forcément parce qu'on a dit il en faut 10. C'est des chiffres, enfin enfin, c'est quoi le mot? C'est arbitraire, Voilà, ça donne un exactement, c'est ordre d'idée, arbitraire. mais c'est arbitraire. Il faut trouver son propre système. Et après, ce qui rend la chose compliquée, c'est que des fois, tu as tes 10 belles boîtes, mais il y en a que 3 qui sont à un prix juste parce que le marché est trop. Et donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, tu vois? Est-ce que tu rajoutes des nouvelles boîtes? Ça va vraiment être une question qu'on va se poser dans la méthode Trident, notamment si le marché reste surévalué pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ben, voilà, Apple a un T-score aujourd'hui de, je sais pas, de 5 sur 30. Qu'est-ce qui se passe si en fait le T-score ne s'améliore jamais, enfin pendant 3 ans ne remonte pas un T-score? Je pense que ça ne sera pas le cas parce que Apple peut améliorer ses fondamentaux. Il peut y avoir aussi une baisse du marché, ce qu'on peut croiser les doigts aussi pour 2023. Mais voilà, c'est un truc à surveiller et trouver un système où à la fois tu as des boîtes de qualité donc tu as suffisamment de boîtes de qualité pour toujours qu'il y en ait une en promo et en même temps qu'il y en ait que ça varie suffisamment les promos et que ton système soit bien calibré pour que toutes les actions soient un petit peu achetées et que tu te retrouves quand même avec un portefeuille assez équilibré. Tu as mis à peu près le même montant sur chacune de tes entreprises. Et enfin, moi, le dernier inconvénient que j'avais noté, donc cette fois-ci plus sur le business, la troisième erreur que j'avais notée, c'était de ne pas avoir voilà, un cadre, me fixer un cadre un peu plus exigeant, me dire, OK, c'est réveil 7 heures, c'est coucher 21h30 pour justement terminer le taf à 14 heures, profiter du sport et ensuite profiter du social de manière plus générale, en fait, accorder du temps à chaque partie importante de ta vie. Tu vois, il y a un moment, c'est pour le taf, il y a un moment, c'est pour ta santé et il y a un moment, c'est pour kiffer avec tes proches. De ouf. Et moi rapidement, si je devais résumer ce que j'ai dit, bon, je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles,
J'en ai pas mal parlé, mais c'était, le biais du statu quo là, le fait d'être, un peu, attentiste par rapport aux décisions. Donc quand, une décision est prise, bah et passer à l'action derrière, si elle est basée sur, des analyses et pas forcément prendre des décisions court terme comme tu l'as dit, tout à l'heure également. C'est, faut que ce soit des décisions réfléchies et non pas faites à la va-vite. Mais là, en l'occurrence, la décision a été réfléchie, donc j'aurais dû passer à l'action. D'ailleurs, à la sortie du podcast, est-ce que je je vais vendre cette action? Je sais pas. Et 2e erreur, ouais, la diversification, au niveau de ma vie, pro, perso. Il y avait trop de trucs, ça devenait trop compliqué de tout faire. Je courais partout et clairement, je pense que ça a été un petit peu, ça m'a desservi sur l'année 2023. Je pense que j'aurais pu, au niveau de mon activité digitale, grimper plus vite au niveau du chiffre d'affaires pour avoir, du coup, bah, vivre de cette activité si j'avais été focus. Donc clairement essayer de cette année, bah, être plus focus, essayer de trouver un cadre aussi qui va parce que beaucoup de choses vont changer pour moi, hein. Donc essayer de trouver un cadre et c'est déjà pas mal. C'est The déjà pas One mal. Thing, tu sais, c'est le bouquin, je suis en train de je me fais Ouais, un peu mes listes de best-sellers et c'est vrai que The One Thing, il m'avait pas mal impacté sur le pouvoir du focus. Donc si vous êtes quelqu'un qui a tendance à beaucoup se diversifier, vous pouvez lire, The One Thing et si vous avez tendance comme moi à trop vous concentrer, il y a un bouquin qui s'appelle Ranged, qui explique à quel point en fait le fait d'avoir plusieurs compétences et d'être un peu plus diversifié, d'avoir plusieurs choses, plusieurs cordes à son arc peut aider à devenir, un meilleur, entrepreneur et un meilleur être humain de manière générale. Donc c'est un bouquin que j'ai mis sur ma liste pour justement contrebalancer, tu sais, aller lire un peu l'opposé de ce que tu toujours. as tendance à être, parce que c'est trop facile de lire que des bouquins. Tu vois, j'ai lu beaucoup de bouquins évidemment sur la bourse, sur la stratégie quality, mais j'aime bien aller m'ouvrir, me dire tiens, est-ce qu'un mec qui a fait un bouquin sur justement sur une autre stratégie, sur une stratégie pure valorisation, pure value, Ouais. est-ce qu'il va arriver à me convaincre de passer sur sa stratégie et souvent ça permet d'équilibrer un peu mieux le propos. Et Ouais, comme de tu le dis comprendre aussi souvent, les réflexions, qui peuvent apporter à ta propre stratégie aussi, ouais, clairement, c'est hyper intéressant, hein, de s'ouvrir, hein. C'est comme complètement. partout, il faut pas être borné, hein, clairement, Non, non. encore moins en bourse où il y a tellement c'est tellement plurifactoriel, pour prendre des décisions que il faut toujours avoir, des compétences, à aller chercher dans d'autres stratégies. Je pense que c'est toujours, bénéfique. Et c'est marrant sur la partie, le fait d'agir, c'est marrant que tu vois, d'un côté, tu as beaucoup agi dans ton business et que là, tu aies repoussé cette vente de BMI. Je trouve ça marrant parce que tu es plutôt je trouve que tu as plutôt Ouais, l'air d'être quelqu'un ouais, qui prend des décisions quand même. Parce que tu sais que j'ai un pote, bah, le même pote là que je te disais, au bout d'un moment, faut pas trop que je donne d'indices parce qu'il va se reconnaître. Mais ce pote-là, au réveillon, on s'est un peu moqué de lui aussi parce qu'il a cette tendance, il n'arrive pas à dire non. Je sais pas si tu as des potes comme ça. Genre, tu lui poses, tu lui dis un truc. Genre, par exemple, au réveillon, je sais pas, ça devait terminer mardi et on lui a dit: «Tu vas partir lundi soir?» Et il était là: Je suis pas sûr», tu vois? Et mmh. ouais, en Du vrai, coup, il est on resté a tous rigolé quand il a dit ça parce qu'en fait, quand il dit: c'est non, en et fait. C'est-à-dire que c'est très ouais, ouais. clair. Jamais il a dit: et il est venu, tu vois? Mais il n'arrive pas, je sais pas comment dire, ça doit être un truc très profond dans l'enfance, tu vois? Ce côté et c'est je trouve que c'est tu vois, c'est vraiment un truc, il faut savoir le remarquer quand des potes te disent, «Là mec, ça c'est trop chiant chez toi», parce que potentiellement tu peux travailler dessus, le remplacer, tu vois? Et apprendre Ouais, à de dire ouf. non, même si c'est difficile. Mais en fait, c'est tellement agréable pour les gens qui sont en face de toi. Tu vois, ils vont pas mal le prendre. Juste, tu dis non et tu Mais peux le c'est clair et justifier ou net, pas, ouais. mais au moins c'est clair, quoi. Alors que Ouais, le côté de dire, et je pense qu'on a tous ce truc-là, tu vois? Des fois, on n'a pas envie de faire quelque chose, mais vu qu'on n'a pas envie, à l'autre personne tu sais, de la blesser ou quoi que ce soit, on va dire: «Écoute, je vais réfléchir, je vais voir», alors que dans notre tête, on sait qu'on n'a pas envie de le faire, quoi, tu vois? Et du coup, une règle, moi, que j'ai toujours essayé de m'appliquer, tu vois? Pour justement quand j'ai des choix comme ça et que j'ai trop de choses dans ma vie et que j'arrive pas tu vois, à arriver à dire oui à tout le monde, une règle, c'est, il y avait un mec qui disait le fuck yes ou le non. Je sais pas si tu en avais entendu parler de ce truc-là? non, mais bon, après c'est comme, C'est enfin, je pense que j'ai compris le principe, ça parle Voilà, de soi-même, c'est hein. soit tu dis genre vraiment oui, c'est-à-dire que tu dis pas un oui genre: «Ouais, ça pourrait être pas mal». Non, c'est genre: «Ouais, vas-y, c'est trop chaud, ça va être stylé, ça va être un bon moment, on va kiffer, vas-y, on le fait». Non. Ou non. Et donc si c'est: «Ah», dis juste non, en fait, ça va faire gagner du temps à tout le monde. De ouf et ouais, après, tu vois, sur mes investissements aussi, j'avais mis un peu en pause sur la fin d'année parce que, en vue de la transition, là, j'étais obligé de mettre du cash de côté pour me sécuriser. Donc en fait, il y a plein de facteurs qui ont fait que, j'ai un peu, délaissé, genre enfin, pas délaissé la bourse, mais j'ai pris un peu du recul parce que j'avais d'autres priorités, tu vois? Après ça m'a pas, tu vois? Et au final, ce qui est très cool, c'est que je vois que malgré ça, j'ai eu une très bonne performance cette année, tu vois? Bah, Parce que, c'est ça les qui est tout ce qu'on magique a mis avec en la place bourse, c'est avant que tu as fait le travail en amont, et voilà, et un ça a peu tourné avec pour ton moi. aide aussi et cetera. On a fait le travail de recherche de qualité de tout ça
et ensuite, le travail, il a été fait en amont et ensuite les boîtes, elles font De leur ouf. vie, quoi, tu vois? Et tu as pas besoin d'être sans arrêt, Tout le dessus temps en train de regarder, ouais. Moi, et mon courtier, je crois que mon courtier, la dernière fois que je l'ai ouvert, c'était il y a non, en vrai, je vais mentir, mais parce que le dernier ordre que j'ai passé, c'était il y a quelque temps et mais sinon, je l'ouvre jamais, tu vois? J'en sais rien. Je me connecte très, très peu et alors qu'avant, tu vois, il y a quelque temps, on en parlait, mais ouais, tous les jours, je regardais et ouais, ouais. c'est devenu, Beh, c'est c'est je c'est regarde jamais, quoi. c'est une évolution naturelle. En fait, tu prends plus de recul, tu Oui, et c'est voilà et tu es pas sans arrêt en train de te dire: «Pourquoi l'action elle a baissé de» tu vois? Aujourd'hui, je sais pas, j'ai ouvert Gros Focus, j'ai vu qu'Apple avait pris 3. Tu vois? Avant, peut-être à une époque, j'aurais dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» machin. Aujourd'hui, je m'en fous. Enfin, je veux dire, ouais, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est, les rapports trimestriels. En fait, c'est ça, c'est est-ce que la boîte sur le trimestre, elle a fait et même, l'année, tu vois? Globalement, arriver à avoir les perspectives, retravailler ça quand tu es focus. Mais aller checker, sans arrêt, tu vois? Avec très peu d'informations, évidemment, ça sert à rien et ça pousse juste à faire des mauvaises décisions. Et tu vois, je pensais juste par rapport à ce que je te disais sur le fuck yes ou non, en fait, c'est complètement une règle que j'applique en bourse. C'est-à-dire et c'est pour ça que c'est si difficile de trouver 10 boîtes, c'est que je veux que des 10 boîtes où je dis fuck yes, tu vois? Genre vraiment, c'est des boîtes où je les veux dans mon portefeuille, elles sont excellentes en tout point de vue et toutes les boîtes où je me dis: «Ah, il y a peut-être un coup à jouer ouais, quand même, c'est pas mal et cetera». En fait, je préfère dire non parce que c'est pas sur ces boîtes-là que je vais vraiment avoir un avantage compétitif. C'est pas sur ces boîtes-là que je pourrais mettre du gros capital et où je pourrais bien dormir la nuit, tu vois. Et donc il faut, voilà, pour moi, il ne faut garder que ça. Et ça s'applique partout dans la vie, en fait. Le fuck yes, il faut garder que les gens avec qui tu passes les meilleurs moments. les Il faut meilleurs garder, moments, voilà, vraiment. Je pense que c'est important, comme de faire ce tri-là, quoi. de ouf. 100. Je suis assez d'accord et surtout que bon, pour finir, on va finir rapidement, mais en bourse, il y a tellement de boîtes cotées que clairement, il y en a largement assez pour en sélectionner 10 où tu dis, «Fuck yes», tu vois? Genre, c'est assez large et il faut apprendre à dire non à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Parce que des opportunités, il y en a toujours. Ça aussi, faites attention. C'est pas parce que, enfin, va toujours y avoir des opportunités sur des boîtes qui, sont peut-être, décotées aujourd'hui ou alors, une nouvelle classe d'actifs ou alors Ouais. il y a toujours des opportunités partout. Partout, partout, partout. Il faut juste, je pense, être, assez smart pour tenir sa stratégie et du coup, ne pas avoir le syndrome de l'œuf brillant là où tu pars un peu à droite à gauche et tu dis oui justement à des choses où tu serais pas forcément allé, tu vois? Ouais. Et puis l'intensité, en fait, on n'en parle pas assez parce qu'il y a des gens qui vont te dire: «Ouais, j'ai fait x3 sur une crypto», mais combien tu as mis d'argent sur cette crypto? «Ah, en Ouais, fait, j'ai mis, 10 balles». Tu vois? Donc OK, en fait, tu as gagné 30 €, tu vois? Donc il y a aussi ce truc. Alors évidemment, faut pas dire, purement qu'en montant parce que ça dépend du patrimoine de la personne, mais il faudrait parler en pourcentage. C'est-à-dire combien tu as mis de ton patrimoine dans cette opportunité que tu as vue? Et le problème d'une opportunité, que tu vois, mais tu sais, tu as un peu un doute et cetera, tu es pas sûr, c'est que tu vas y aller avec des faibles montants. Donc même si ça marche, alors que déjà tu avais un doute, donc déjà c'est souvent mauvais signe. Même si ça marche, en fait, tu auras pas mis assez. C'est pour ça qu'il faut être convaincu dans ce dont tu investis parce que tu vas pouvoir y aller avec beaucoup d'intensité et faire une super performance, mais sur 1% de ton portefeuille, finalement, c'est moins intéressant que faire une performance correcte sur 80% ouais, de ton portefeuille. Tu vois ce que je veux dire? Sur 80% de ton mais patrimoine. grave Et, et et du coup, c'est ça, je trouve que ça, c'est un sujet, on n'en parle pas assez parce que c'est trop facile de dire j'ai fait une super perf sur des paris sportifs ou je sais que pas quoi. dalle, ouais. Ouais, mais d'accord, mais est-ce que c'est Quel est reproductible? ton risque? Est-ce que Qu'est-ce c'est. que oui, mais qu'est-ce que tu mets sur la table, tu vois? Genre, là, il j'ai eu une question dans le programme SPAC là d'une membre, qui m'a posé exactement cette question. Est-ce qu'il est plus intéressant de plus investir et d'avoir un rendement moins élevé? Ou est-ce qu'il est plus intéressant de chercher un rendement très élevé en investissant beaucoup moins? Mais j'ai dit: «En fait, la réponse, elle est claire et nette». Genre, clairement, si tu investis beaucoup d'argent et que tu fais, je sais pas moi, je lui ai fait une simulation, je crois que je sais plus combien j'avais foutu, mais en gros, beaucoup d'argent avec 7 de rendement annuel ou moins d'argent avec 10 de rendement annuel et encore, c'est clairement pas des extrêmes, hein, c'est que 10 c'est atteignable. Bah, il y avait une différence colossale, tu vois? Genre plus tu investis, plus tu mets d'argent, à capitaliser et à fructifier, plus tes résultats seront décuplés. Donc clairement, si tu fais 400 sur 500 balles, bah, au final, tu gagneras moins d'argent que si tu fais, 10 sur 50 000. D'où le critère, on rappelle le critère numéro un, ne pas perdre l'argent et donc aller sur des investissements où le risque est diminué et le rendement est augmenté. Tu veux Mmh mh. les 2 et de comparer, enfin, tu vois, si tu dis: «OK, il y a beaucoup de risques, mais il y a beaucoup de rendement», je trouve que c'est compliqué parce que tu vas pas pouvoir mettre les sommes qui vont vraiment, potentiellement, être game changer. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec moi et qui se disent toujours, «Je mets, 1 000 € sur une crypto et j'espère qu'elle va faire fois 100 et comme ça je serai, millionnaire».
moi, j'ai du mal avec ce concept-là parce que j'ai plus l'impression d'acheter un ticket de loto que d'acheter une vraie voie Ah, c'est ça, garantie hein. vers la richesse, quoi, tu vois? Mais voilà, après ça dépend des stratégies, quoi. Mais c'est, justement, j'avais fait un post là-dessus, c'était, Nassim Taleb qui disait, en gros le 90-10, tu vois? Ouais, 90 de ta stratégie, c'est, solide, long terme et en mode, enfin, quelque chose de très, très solide et sur lequel tu as des bonnes convictions et 10 c'est du gambling, loto et tu te fais plaisir et en fait, tous tes vices, en tant qu'investisseur ou même en tant que personne, peu importe le domaine, tous les vices que tu peux avoir, bah, tu les mets dans ces 10 là et au final, tu risques pas ce qui compte vraiment, c'est-à-dire les 90 qui sont solides et qui sont là pour être le socle, quoi. ouais, c'était intéressant. Après lui, la manière dont il l'avait expliqué, ce qui m'avait un peu gêné, c'est que la manière dont il avait fait le barbell, il avait mis 90 en obligations, d'État américain et Oui, 10 oui, là, c'est en extrême. projet, crypto, start-up, tu vois? Et donc, je suis plus d'accord avec ton point de vue, c'est-à-dire de dire: «Je mets 90 dans le truc où je suis le plus convaincu» et pour beaucoup de gens, bah, la bourse, c'est trop risqué. Enfin, pour eux, ça fait partie du 10 alors que pour nous, parce qu'on s'est beaucoup intéressé à ça, ça fait plutôt partie du 90 des 90. choses où on est convaincu que sur 10 ans, on va gagner de l'argent avec. Et le 10 ça serait plutôt, en effet, d'aller s'aventurer sur d'autres choses, d'aller tester des éléments. Mais même moi, ce 10%, tu vois, je l'ai un peu enlevé parce qu'en fait, je me fais tellement déjà plaisir dans mes actions que j'ai pas. C'est un peu bizarre, mais j'ai pas de vice, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais fait un peu de crypto parce que j'avais vu que, tu sais, on pouvait, c'était en plus, c'était pendant la bulle, mais c'était, on pouvait les stacker et obtenir OK, des trucs. Au final, mais le mec qui m'hébergeait crypto, il a sauté. Et en fait, du coup, j'ai moins cette envie-là d'aller spéculer parce que je me dis, vu que je suis pas intéressé par le domaine, je vais pas pousser suffisamment mais mes analyses pour avoir des bonnes performances et du coup, je me dis, ouais et puis je pense que toi aussi, enfin et nous, on a du fun dans le sens où, on a, du coup, la stratégie active. On fait du oui, stock picking, on choisit les entreprises. ouais, ouais, Mais ouais, typiquement, la bourse, tu vois, ça pourrait enfin, cette stratégie-là pourrait s'appliquer à une personne qui est 90 ETF et qui se fait chier, tu vois? Genre qui a j'ai rien ouais, contre les ETF, clairement, genre, j'investis dessus, c'est un très bon outil, mais c'est chiant. Clairement, tu en achètes 2, tu fais ton DCA tous les mois, puis terminado. ouais, Si tu es ouais. intéressé par la bourse, bah, tu te fais chier. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu as ces 10 de vis où bah, tu vas aller chercher du stock picking ou un peu plus, d'activité, tu vois? Ouais. Et donc bon. Et si tu as des bons résultats Bon, avec ces 10 tu peux augmenter et tester un de ouf. 50-50. Enfin voilà, moi, c'est Ouais, vraiment un exactement. truc qu'on nous, on n'est Faut pas créer un anti-ETF, peu, c'est bah, important moi, comme tu dis, c'est un peu la stratégie que j'ai avec la stratégie SPAC, avec le socle passif et les actions quality. Le pourcentage est libre en fonction du profil d'investisseur, de ouais, chaque personne. Plus tu es défensif et moins tu as de connaissances, bah, plus tu augmentes le socle ouais, passif et petit à petit, plus tu as envie d'aller sur, de la performance ou en tout cas aller chercher de la performance et des recherches et cetera et que tu es fort là-dedans, beh, tu changes ton curseur et tu vas sur le 50-50 et moi actuellement, je suis sur du, 70-30, tu vois? Et je pense que c'est aussi amené à varier en fonction des connaissances et de plein de facteurs. bah, plus ça t'intéresse aussi, c'est-à-dire plus tu as envie d'y consacrer du temps, plus tu trouves ça intéressant et le Ah oui, rendement grave. parce qu'on parle toujours de, les gens vont te dire: «Oui, tu as fait 2 de plus, mais tu as passé combien d'heures à sélectionner tes actions?» Bah, ça dépend parce que potentiellement, il y a quelqu'un qui les a un peu sélectionnées pour toi, donc tu y as pas passé forcément, tant de temps que ça. Et aussi, ce dont on parle pas assez, c'est que si ça est-ce que ça t'excite? Est-ce que ça t'intéresse? Ouais, Moi, je sais que j'adore, comprendre le business d'une boîte, tu vois? Savoir que je mets des billes dedans, comprendre. Donc en fait, c'est pas je le vois pas forcément comme un truc de, il faut que ce temps soit rentabilisé parce que c'est un temps de non-plaisir, tu vois? C'est pas un temps de sacrifice. Et je pense qu'il y a des gens, ils adorent faire des travaux dans l'immobilier, tu vois? Ou des choses comme ça. Donc pour eux, c'est OK de retaper des biens et d'y passer tout leur week-end. Moi, c'est OK pour moi de passer beaucoup de temps à sectionner les entreprises, parce que c'est un plaisir. Donc je crois qu'il y a aussi, ce facteur plaisir qui va faire que, grave. bah, c'est plus ou moins long en fonction de ton truc, quoi. Yes. Bon, est-ce qu'on se fait un petit clap de fin là? Parce qu'on est à 1 1h23 heure quand même. 23, ouais, Ça ouais. commence un long Est-ce que épisode. tu finis par un coup de cœur? Parce qu'on va nous engueuler si on fait pas un coup de cœur. Un coup de cœur Ouais, en 30 alors secondes? coup de cœur 2023 très rapide. Je pense que c'est les rencontres que j'ai fait en 2023. Bah, du coup, on s'est rencontrés pour la première fois d'ailleurs en réel en 2023. Je pense à Axel, je pense à Joe, je pense à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en réel. Ça a été vraiment très, très cool et de rentrer dans cet écosystème aussi, bah, forcément, ça pousse à se développer. Donc ça, vraiment, un gros coup de cœur, là-dessus. Parce qu'il faut quand même prendre du recul. On est quand même tout seul la plupart du temps derrière notre ordi, genre en mode en train d'essayer de créer des trucs, pour partager à des personnes qui nous regardent également derrière leur ordi. Mais il y a pas ce contact social, tu vois? Et je pense que casser cette barrière, comme avec la rencontre Trident que tu as fait, le week-end dernier où j'étais présent aussi, bah, casser cette barrière-là et rencontrer les personnes, c'est vraiment un truc qui est très cool parce que tu vois ce que tu apportes aux gens et même, pour les personnes qui font la même chose, tu vois, c'est très cool d'échanger donc coup de cœur pour les rencontres en 2023, ouais. Ouais, j'ai vu que tu avais fait, tu m'as dit que tu avais fait un petit post, Insta, j'irai voir parce que je suis pas trop sur Insta, mais je Ouais, trouve ça beau de
en effet de célébrer, toi, ton passage, en mode Ouais, entrepreneur ouais, j'ai fait et de un dire ouais, merci, ouais. du coup, à tout ce qui s'est passé, dans le parcours, en 3 ans. Écoute, Bah, tu vois, ouais, 230 likes, tu vois, en 3 heures, genre, waouh, waouh, waouh. et c'est Bah, qui ouais, bah, c'est je pense que les gens, c'est beau de voir, comme tu dis, la transparence, de voir aussi le parcours que tu as pu faire et puis, ouais, de 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 dire merci, mais à tous les gens et c'est vrai que, bah, de toute façon, je te dis, hein, une des clés, c'est aussi de s'entourer et moi, c'est aussi pour ça que j'ai envie de tu vois, d'échanger avec des gens comme toi, avec, des gens comme Sven. D'ailleurs, tu vois, moi, mon coup de cœur, ça va être vous, quoi, les gars, parce que en fait, j'ai aussi l'impression d'être la personne que j'aurais voulu avoir quand moi, j'ai commencé et j'ai eu des mentors comme ça, des gens qui m'ont aidé et je pense que dans tous les domaines, en fait, tu réussis pas, seul dans ton coin, quoi. À un moment, il y a toujours des ouais, rencontres qui vont être décisives et en fait, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, forcément, des fois, tu as l'impression que, enfin, tu vois, tu peux avoir l'impression que c'est moi qui donne du temps, et cetera. Mais en fait, vous me donnez des idées, d'autres choses, et cetera. Et typiquement, on a commencé de bosser avec Sven cet été. Et là, ça fait, ouais, ça fait quoi? Ça va faire 6 mois. Et j'ai l'impression que je pourrais plus me passer de lui. Tu vois, il fait du super boulot et ça se passe super bien, la relation de taf. On échange sur plein de sujets. Et je me dis, waouh, heureusement qu'il y a des jeunes motivés comme ça qui ont envie tu vois, de ouais, développer de tout ouf. ça. Et ça me fait penser à moi à l'époque où j'étais aussi à fond. Et je me dis, c'est trop cool. C'est trop cool parce que ça rend l'aventure beaucoup plus humaine et tu es plus seul dans ton coin à développer un truc. Tu développes un truc avec une vraie équipe. J'ai aussi un peu ça avec Brian qui a beaucoup travaillé sur l'App Trident. On a des nouveautés, etc. Et je me dis, c'est super parce que ça fait 10 ans, moi, que je travaille un peu solo, tu vois, sur l'entrepreneuriat. Et là, j'ai l'impression petit à petit de devenir une équipe sans, tu vois, le côté, je suis un manager ou tu sais, Ouais, j'ai voulu faire sans le du côté chiant, quoi. recrutement, et je dois gérer des gens. En fait, c'est juste des gens, qui sont des potes, en fait, avec qui je m'entends super bien et on est tous ensemble et on crée un truc cool, tu vois? Et j'ai presque l'impression ça me rappelle l'époque où on jouait à LOL, tu vois, sortis du lycée, on jouait, on était 5 potes, on allait en LAN et on jouait ensemble, quoi. Et c'est génial, en fait, j'ai l'impression que le taf a remplacé le jeu vidéo, et qu'on travaille tous ensemble en prenant du plaisir sur un truc qui nous fait kiffer, tout en ayant des relations, tu vois, bonnes. Et je me dis: «Putain, c'est le rêve de C'est le pouvoir Graal, passer hein, des journées clairement, hein, à bosser avec des gens que tu de apprécies». ouf, grave. Bon allez, c'est un beau mot de la fin, je pense. Clairement, on pourra pas faire mieux que cette belle déclaration solennelle. Voilà. Sven, super l'épisode, Ben, on t'aime. on t'aime. Et on va essayer de publier d'ailleurs, plus rapidement avec Sven, essayer d'être plus efficace sur les publications de podcasts et nous, on s'est calé du coup avec Clem pour l'instant, une semaine sur 2. Donc attendez-vous à un épisode sur 2 de podcast. J'espère les prochains avec, le nez un peu moins bouché, mais voilà, Ouais, pour faire un très, très court aparté, en gros, on est parti sur un épisode tous les 15 jours pour essayer de vraiment tenir le rythme parce qu'on était parti sur un épisode par semaine et c'est très compliqué avec la distance, avec, parfois le décalage horaire qu'on peut avoir et cetera et cetera. Donc au moins un épisode tous les 15 jours, c'est peut-être, plus réaliste. Ça va nous permettre de les publier plus vite, du coup, bah, ça va se développer comme ça et pareil pour toutes les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait plaisir, à vous abonner sur les plateformes Spotify, Apple, parce qu'on n'en parle jamais, mais à nous lâcher une petite note 5 étoiles ou un truc comme ça, là. Ça permet de nous aider et de référencer le podcast. Parce qu'on s'était fait la rétrospective Spotify avant Noël, là. C'était quand même marrant de voir qu'il y avait quasiment 130 personnes. On était dans le top 5 des podcasts. Donc, c'est petit et énorme à la fois. Top 5 Donc, de 130 personnes, ouais, franchement, c'est cool. C'est cool et ouais, on se rend pas forcément compte, sur le podcast, mais c'est vrai que chaque écoute enfin, de toute façon, c'est pareil sur YouTube, mais là, sur le podcast, encore plus parce que chaque vue, c'est une personne potentiellement qui a mis dans ses oreilles et qui a écouté pendant très longtemps, c'est ça. sans forcément laisser un commentaire, à laisser un pouce. Donc, n'hésitez pas à laisser et cetera parce que nous, ça nous fait super plaisir de voir ce genre de truc. On se dit: «Waouh, il y a des gens qui apprécient, nous écouter parler», même si des fois, on a tendance à dépasser largement, les horaires qu'on se fixe. En même temps, ça permet d'avoir des discussions un peu plus libres. On vous donne rendez-vous du coup dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Et comme d'habitude, si vous avez des idées de sujets, vous n'hésitez pas, vous nous les mettez en En commentaire commentaire. et on essaiera de les traiter. Yes. Ciao, ciao. Ciao.